Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle conférence qui signe le début du mois d'avril. Ne te découvre pas d'un fil. On va peut-être pouvoir profiter de la terrasse tout à l'heure sur l'étage du Tom Café. Avant toute chose, avant de démarrer dans cette conférence, eh bien, on va faire connaissance très brièvement, puisqu'effectivement, vous avez vu, on est presque au quart d'heure vaudois, mais il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont pas encore arrivées. Et donc, on va dire que c'est à cause des problèmes de circulation. Et tout ce petit monde s'installera au fur et à mesure de leur arrivée. Quelques mots sur le Swiss Marketing Vaud. On va parler déjà du club. Alors, je remercie déjà la société Atraxis qui est absente ce soir et qui nous met à disposition ce fameux système avec lequel je peux chaque fois faire joujou. Voilà. Ça va, vous n'êtes pas malade. On va parler du club et du réseau avec principalement déjà le comité du Swiss Marketing Vaud qui fait de ces rendez-vous, que ce soit les conférences, que ce soit les ateliers, que ce soit même les événements récréatifs, des moments inoubliables et conviviaux. Je vous laisserai aller à leur rencontre. Vous avez ici la plupart des visages. Pour certains d'entre eux, vous les avez déjà vus, comme Thierry Bloch qui s'occupe de l'organisation des conférences. Il est aidé ce soir par Bruno Jouvel qui est au sponsoring, au partenariat. Et puis, il y a Victoria Marchand aussi qui était à l'entrée tout à l'heure. Vous aurez l'occasion pour ces trois personnes d'aller à leur rencontre. Mais il y en a une quatrième qui est là aussi ce soir, c'est Liliane Mébar, c'est elle que vous avez au bout d'un email, d'un téléphone, au sujet des relations membres. Et ce soir, eh bien, je lui laisserai la parole, puisque c'est elle qui a eu l'idée et qui a organisé le sujet de conférence. Viennent compléter cette équipe Yves Épinay pour la formation et Stéphane Meyer qui vient également pour ce dicaster, ce département. Il nous envoie quelques étudiants du SAVI ce soir qui vont nous aider à couvrir cet événement sur les réseaux sociaux. Je vous remercie par avance de votre diligence par rapport à leur première fois ce soir au Swiss Marketing Vaud pour couvrir tout ça sur les réseaux. Les réseaux sociaux, justement, eh bien, c'est un site internet, vous l'avez vu, mais également du Twitter, du Facebook, du LinkedIn et du YouTube, sur lesquels vous allez trouver, comme par exemple ce soir avec notre ami Jérôme, le caméraman, eh bien, l'archive de toutes les conférences Swiss Marketing Vaud. Donc si vous avez loupé un passage ce soir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube. Vous avez le droit aussi de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir, pourquoi pas, voir ou revoir nos différents contenus. Les activités, eh bien, on va en parler avec tout de suite les prochaines conférences. On a une conférence que je vous invite vraiment à noter dans votre agenda parce qu'elle est remplie de bonnes surprises. C'est le marketing d'un festival à la mesure de ses moyens. On aura une belle brochette d'organisateurs de festivals, des très grands comme des plus petits, des plus modestes. Mais ils auront un point commun, en plus de parler du marketing de leur événement, eh bien, c'est que certains viennent avec des tickets à gagner pour ces festivals de l'été qui nous attend. Donc notez sans autre la date du 5 mai prochain pour venir à la rencontre de ces différents organisateurs de festivals. On a un événement networking avec notre partenaire, la société Oracle. Là, ça s'adresse principalement aux membres qui sont présents dans la salle, puisqu'effectivement, l'avantage membre de Swiss Marketing Vaud vous est gracieusement offert pour pouvoir assister à cet événement gratuitement. Il se tiendra donc dans la journée du 7 mai prochain avec une grosse présentation de l'ASGS qui vient ici avec un case study sur le partenariat avec Oracle. Dans les avantages membres, on a aussi un partenariat avec Performance Web. C'est le rendez-vous de la performance sur Internet. Si vous entendez les mots SEO, SEA, eh bien voilà, vous allez pouvoir apprendre, assister à des conférences, mais aussi rencontrer des acteurs à un tarif préférentiel qui nous est offert ici à nos membres Swiss Marketing Vaud. Et puis, on a réussi à remplir ce mois de mai avec une soirée récréative, avec la chance pour les non-membres de pouvoir également y participer. Là, je vous invite aussi à très vite noter la date dans votre agenda. Une soirée récréative très intéressante puisqu'effectivement, on aura ni plus ni moins l'opportunité de visiter les arènes de la fête des vignerons. S'en suivra bien évidemment une dégustation des produits locaux. Je n'ai pas besoin de vous expliquer en quoi ils consistent. Voilà, donc ça c'est aussi
une possibilité qui vous est offerte pour les membres comme les non-membres d'assister à un événement un peu moins studieux comme celui de ce soir. Tout ça ne pourrait pas exister sans nos partenaires et nos sponsors, la société Atraxis qui effectivement nous met à disposition ce système de bornes interactives, la société Scandola qui nous aide et qui nous a mis en place le site internet pour donner vie à tous ces événements. Je suis très très content de pouvoir cette fois-ci montrer le logo de Biz Photo. Voilà Christine qui se balade et qui est notre nouvelle partenaire photo. C'est elle qui va immortaliser la plupart des moments clés de cette soirée. La société Claywell qui nous met à disposition l'hébergement des vidéos. Et puis si vous voyez des bouteilles de champagne, la maison Drapier, vous allez comprendre à la fin de cette conférence pourquoi il y en a 4. Comme par hasard, il y a 4 intervenants. Voilà, c'est l'occasion de découvrir de très très bons produits. Et Lista Office qui nous accueille pour les ateliers. Je vais revenir sur la question des ateliers. Et puis le musée olympique, ce bel écrin qui nous accueille à chacune des occasions qui nous est donné de faire des conférences. Je vous souhaite de pouvoir découvrir le lieu pour ceux et celles qui viennent pour la première fois. Vous verrez, on va déguster de très très bonnes choses, mais aussi admirer une vue incroyable sur le lac Léman. Vous avez aussi la possibilité de devenir partenaire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, notre réseau, c'est quand même plusieurs centaines de membres, mais aussi un écosystème de plusieurs milliers de personnes qui gravitent autour, comme par exemple ici sur les réseaux sociaux, mais aussi au travers de nos newsletters, au travers de notre communication tout au long de l'année. Et puis, pour dire voilà, merci à ceux et celles qui nous accompagnent. Je vous remets les logos de nos partenaires, que ce soit effectivement la société Atraxis, Biz Photo, les Champagnes Drapier, la société Scandola ou le musée olympique. Voilà, j'en ai assez dit. On va maintenant laisser la parole à Liliane Mebar, qui est venue avec le thème du marketing durable, marketing de demain ou phénomène de mode. On accueille, et vous avez le droit de les applaudir, Fanny DeVos, Jonathan Normand, Christophe Barman et Bernard Cocher. Bonne soirée à vous. Merci Thierry, bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous allons donc parler marketing durable. Coca-Cola réduit sa consommation de plastique. L'Oréal s'attaque à la réduction de l'huile de palme. Et Nespresso donne une seconde vie à ses capsules en les recyclant dans des objets suisses iconiques. Ces actes sont-ils des stratégies marketing déguisées ou des véritables engagements de la part de ces marques ? La notion de la durabilité, comme vous le savez, est sur toutes les lèvres. Plus qu'une mode éphémère, on parle d'un changement de fond dans les attentes des consommateurs vis-à-vis de ce phénomène. Mais quel est l'impact du côté de l'entreprise ? La durabilité est-elle un argument marketing ou un changement profond au sein de l'entreprise ? Un article récemment diffusé sur le site de l'ADN indiquait que les efforts de durabilité sont majoritairement perçus comme du greenwashing. Que les intentions de ces marques soient bonnes ou mauvaises, le résultat est que ces grandes entreprises ne communiquent plus sur leurs efforts de peur d'être directement crucifiées sur la place publique. C'est l'avènement du bashing pour ces entreprises. Autrement dit, se voir infliger une raclée, souvent de la part d'une communauté sur Internet. Le corollaire est également le poids d'un nouveau type d'influenceur, le détracteur. En effet, la croyance populaire prétend qu'une marque ne peut pas réellement s'engager sans arrière-pensée. Et pourtant, il existe une typologie d'entreprises qui ne bénéficient pas de ces effets. Les entreprises bicorp. Pourquoi ? On parle d'un mouvement, on parle d'un label. Est-ce que c'est une réponse cinglante vis-à-vis de ces attentes des consommateurs du XXIe siècle ? On va en parler ce soir. En écoutant les récits de nos intervenants, nous allons débuter la soirée avec Jonathan, qui va nous parler des tendances dans le domaine et du lien entre le marketing et la durabilité. Et ensuite, on en apprendra un petit peu plus sur ce fameux marketing au travers de 3 domaines différents. On prévoit à peu près 10 minutes par intervention pour pouvoir laisser place ensuite à vos questions. Puis nous finirons la conférence avec notre désormais traditionnel cocktail dînatoire à l'étage. Nous allons pouvoir commencer sans plus tarder, Jonathan. Donc tu es
Un Genevois d'origine formé aux mathématiques et au développement algorithmique. Waouh. Tu as passé 12 années au sein d'établissements financiers internationaux avant de cofonder Codéthique en 2009, société de conseil en gouvernance et responsabilité sociétale. Spécialiste de l'amélioration de la performance globale et de la croissance durable, tu te passionnes pour l'évolution de l'économie et tu en étudies les tendances et les ruptures. Tu es engagé, entre autres, et tu cofondes l'association Demain Genève, qui a rencontré un large public avec son projet documentaire, justement, Demain Genève. En 2014, tu participes à l'établissement de l'ONG Bilab en Europe et tu cofondes l'antenne suisse que tu diriges actuellement. Bilab est à l'origine du mouvement Bicorp qui œuvre pour une économie consciente et inclusive. Le mouvement Bicorp qui, en plus d'être une certification, regroupe 2800 entreprises dans le monde. C'est un réseau qui œuvre pour catalyser les forces entrepreneuriales afin de conjuguer prospérité, équité et durabilité. Quel superbe pitch! Alors, le terme de la durabilité est devenu une de ces obsessions pour la plupart des entreprises aujourd'hui. Après la digitalisation, c'est le nouveau terme à la mode. On parlait beaucoup de digitalisation, on en parle encore beaucoup, et on parle de ça. Comment est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène? Bonsoir à tout le monde. Alors je vais prendre un prisme qui va répondre à la question indirectement. Est-ce que notre société, elle fonctionne bien aujourd'hui? Est-ce qu'on a l'impression que nos entreprises, notre modèle économique, sert le plus grand nombre? Ceux qui sont d'accord, vous pouvez lever la main. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez les regarder en bas. Je pense qu'on est tous d'accord. On se rend bien compte qu'il y a un problème avec le système, qu'il y a un problème avec l'économie et que l'entreprise joue un rôle majeur là-dedans. Donc la question de durabilité et du marketing est plus profonde, en tout cas dans la présentation que j'aimerais faire, où on parle vraiment de conduire un changement d'operating system au niveau de l'économie et donc du rôle des entreprises dans cette nouvelle économie. Et c'est ce qu'on fait avec le mouvement Bicorp. C'est ce qui est proposé à travers le label. Donc, les entreprises certifiées Bicorp obtiennent le label et elles passent à travers 2 étapes majeures. La première étant d'obtenir un score sur une évaluation de performance sociale et environnementale, pour ceux qui ne connaissent pas, mais peut-être je voulais juste vous poser la question, qui c'est qui connaît Bicorp? D'accord. Alors, ça va peut-être être redondant ce que je vous dis, mais on est à la moitié, on est presque à la maison. Mais comme ça vous donne un peu une idée de quoi on parle pour répondre à la question. Donc les entreprises certifiées Bicorp, elles ont cet objectif de mesurer leur performance sociale et environnementale, d'obtenir un score minimum de 80 points sur 200, qui est challenging, qui n'est pas facile à obtenir. Et puis on leur demande aussi de modifier leur statut juridique pour incorporer dans leur ADN corporatif cet objectif d'avoir un impact positif matériel sur la société, l'environnement et les parties prenantes au sens large. Ce qui fait que ce label en fait est unique et que c'est un label d'entreprise qui est complètement holistique et qui va traiter des questions de gouvernance, d'engagement au niveau des collaborateurs, l'impact envers les communautés, la gestion de la chaîne de valeur, des suppliers, des fournisseurs, pardon, et puis l'impact environnemental, avec la dimension économique qui est prise de façon transverse. Comme ça, on peut éviter ce éco-blanchiment, comme disent les Canadiens, ce greenwashing, parce que en fait, on mesure aussi l'externalité économique par rapport aux impacts, aux mesures et à la performance sociale et environnementale. Donc ça encadre cela. Alors, pour répondre à cette question, après cette petite introduction que je voulais faire, pour être sûr que tout le monde comprenne de quoi on parle, effectivement, on parle d'acteurs qui, vous en avez 3 là, qui vont vous le dire eux-mêmes, mais qui avaient ça dans leur ADN, soit au départ, soit qui se sont mis dans un processus de transformation pour répondre à toutes ces audiences. Parce que ces audiences, on parle des réseaux sociaux, on parle de ces modes digitales, ne sont que le reflet en fait, d'attentes des citoyens, des consommateurs, des investisseurs, des futurs employés de ces entreprises, qui cherchent à identifier où est-ce qu'elles sont ces bonnes entreprises, où je peux me retrouver dans mes valeurs. Donc en fait, effet de mode, je pense pas. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Les plus jeunes générations, on les voit maintenant dans la rue. On voit que des investisseurs massivement commencent à sélectionner ces bonnes entreprises qui font ce qu'elles disent en termes de durabilité. Donc il y a une vraie traction aussi pour d'injecter de la capacité économique dans ces bonnes entreprises. Et puis le consommateur, effectivement, il peut voter tous les jours en sélectionnant
les bonnes entreprises. Donc on a donné un pouvoir additionnel. Et ce pouvoir-là, il se reflète beaucoup dans ce qu'on voit en ligne. Il se reflète aussi beaucoup dans les questionnements. Et effectivement, peut-être on parlait de bashing. Ça dépend d'où est-ce qu'on se place. Il y a bashing quand on se sent attaqué. Mais quand on se fait questionner, aujourd'hui, est-ce qu'en 2019, par rapport à la transparence qui est demandée à tous les niveaux de la société, de la politique, en passant par l'économie et en passant par toutes les sphères de la société civile, non, je pense que c'est légitime. Et donc, en étant authentique, en racontant là où on en est sur le chemin de la durabilité, personne n'est parfait, tout le monde peut s'améliorer, mais en expliquant de façon structurée là où est-ce qu'on se trouve et comment est-ce qu'on corrige les choses, on commence à avoir une vraie discussion. Donc on n'est plus simplement sur le joli slogan oui, on fait ça bien, oui, ça c'est merveilleux, on va sauver le monde. Non, voilà, on fait ça, comment est-ce qu'on le fait, où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on corrige. Et ce message adaptatif, quand il est envoyé de façon structurée, en fait, il est extrêmement puissant, parce qu'il fidélise aussi les plus sceptiques. Et puis si maintenant on parle de manière peut-être plus dédiée, ce mouvement finalement Bicorp, est-ce qu'on n'est pas face un peu à une utopie moderne? Parce que je comprends bien le discours et ce que ça peut amener. Puis après, je me mets aussi dans les chaussures d'entreprises aujourd'hui qu'on peut avoir aussi dans le public et de se questionner un peu sur la place de ce mouvement et puis finalement sur son réel impact sur une entreprise. Alors, piège. Non, c'est pas un piège. En fait, c'est que c'est tellement dans l'ADN du mouvement. Donc Bilab, qui est la NGO qui est derrière, qui est une organisation à but non lucratif, qui est derrière ce mouvement-là, c'est fondé vraiment sur ces valeurs-là. C'était de mettre les entreprises en compétition pour être les meilleures pour le monde. Ça, c'est la théorie du changement qu'on avait initialement, qui a été portée initialement. Mais pour cela, c'est des beaux mots, ça. Derrière, il a fallu construire des outils vraiment pragmatiques, structurés. Donc il y a un standard qui est derrière cette norme B Corporation, qui est revue par un comité indépendant, qui est approuvé. Bref, c'est très sérieux. Le changement légal d'une entreprise, quand vous faites les changements de statut pour incorporer les clauses que je mentionnais tout à l'heure, dans une assemblée générale, ça parle. Et j'en ai assisté à plusieurs, il y a des vraies discussions qui ont lieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'ajouter cette responsabilité fiduciaire dans la conduite ? Alors, est-ce que c'est une utopie ? J'aime à croire que les personnes qui sont autour de moi ce soir sont les acteurs de cette utopie vivante, parce qu'en fait, c'est une nouvelle réalité qui est offerte. Et entre guillemets, ce que vous avancez là comme point de départ, qui est un peu challenging et qui est intéressant, c'est qu'en fait, est-ce qu'on veut se limiter dans notre fiction ? Notre société, elle est développée sur des fictions, sur des récits. Et ce qu'on offre avec le mouvement Bicorp, c'est un nouveau récit. C'est une nouvelle façon de voir le rôle de l'entreprise comme un acteur qui doit servir l'entreprise, qui doit servir la société, qui doit servir ses employés, qui doit servir les communautés avec lesquelles il interagit, et qui doit prendre en compte les limites planétaires, l'environnement. Est-ce que quelqu'un dans la salle a un doute sur le fait que l'activité humaine aujourd'hui, industrielle, a changé la trajectoire géologique de notre planète ? On sait que les problèmes de changement climatique, les dommages environnementaux, ça, ce sont des réalités scientifiques. Donc nous, on apporte simplement une réponse à travers des outils pragmatiques, un mouvement qui est incarné par des entreprises très concrètes, très réelles, qui tous les jours sont au contact de la réalité et de cette nouvelle réalité, de cette nouvelle économie. Et 2800 entreprises dans le monde, dans 60 pays, représentant 150 secteurs d'industrie. L'utopie, elle est un peu très loin, là. On est dans un truc sérieux, représentatif. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de voir aussi qu'aujourd'hui, on a beaucoup de traction, on reçoit beaucoup de sollicitations et qu'on a même des très très grandes entreprises. Là, vous avez Patagonia qui est quand même une entreprise relativement importante. On a beaucoup de petites moyennes entreprises qui sont dans le mouvement un peu partout dans le monde. Puis aujourd'hui, on fait face à des demandes aussi de grands groupes internationaux. Puis alors, dans une idéologie, on pourrait se dire, il y a les bons, il y a les gentils. Il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a ceux qui font juste, puis il y a ceux qui font faux. Et par rapport à l'accélération qui est demandée, par rapport au changement de paradigme, au changement de société qui doivent s'opérer pour répondre à ces limites planétaires, pour répondre aux attentes aussi des nouvelles générations. Je ne sais pas combien d'entre vous ici sont des milléniaux. Donc c'est des gens entre 22 et 34 ans. Moi, je sais que j'en fais plus partie depuis un moment. Mais il paraît que cette génération-là, elle a une capacité historique de changer cette économie et ce modèle de société. Sur 3 aspects assez simples.
Le premier étant économique pur. D'ici 2030, ces milléniaux vont détenir 60% des actifs qui sont investis dans l'économie mondialement. Ça représente 40 trillions sur 75. Donc si ces milléniaux qui aujourd'hui, selon les statistiques qu'on lit, si vous lisez tous les rapports, Deloitte, Accenture, PwC, EY et j'en passe d'autres, Nielsen, BBMG, qui vous disent que 76% de ces milléniaux veulent travailler pour des bonnes entreprises. Pas des entreprises qui font des bons produits, travailler pour des bonnes entreprises, qui sont identifiées comme telles. Que 84% d'entre elles veulent acheter des bons produits. Et que vous ajoutez qu'ils auront tous ces actifs d'investissement dans les mains, si seulement 10% de tout ça se réalise, on a changé la machine, on a changé le modèle économique et on a changé les externalités qu'elle produit aujourd'hui. Donc on est dans quelque chose de très concret. Et tellement concret qu'aujourd'hui c'est porté par 2800 entreprises et on a énormément de sollicitations depuis un petit moment. Ce mouvement il prend de l'ampleur parce qu'il répond, je crois, à un questionnement qui va au-delà du message, au-delà du marketing, qui va vraiment sur la notion de sens. Quel est le sens qu'on veut donner aux entreprises et quel est le sens je veux avoir en me mettant soit au service de cette entreprise, soit en consommant ses produits. Et Je peux continuer à parler un petit moment. non, c'est bon. Je ne sentais pas venir. Non, c'est bon. On sent bien que là, on est en train de parler d'un changement qui est beaucoup plus profond. Et finalement, comment est-ce que tu positionnes le marketing là-dedans ? Quelles sont les interactions qu'il peut avoir avec cette thématique ? Et finalement, comment est-ce que ça va modifier le marketing d'une entreprise demain ? Alors c'est extrêmement simple en fait. C'est que si vous voulez faire en anglais on dit walk the talk ou walk the walk. Donc si on veut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, bah, si on le fait vraiment, il n'y a aucun problème. On peut le dire de toutes les façons, on peut créer tous les messages marketing possibles, on peut avoir de la créativité, on peut faire des choses magnifiques. Du moment où ça s'appuie sur un pilier qui est structuré, qui est clair de ce qui est fait. Si on essaye d'enrober les choses, de les mystifier, bah forcément, à un moment donné, ça dérape. Et donc, forcément, il y a des décrochages. Et le message publicitaire qui va embellir un coin de l'angle de l'affiche, maintenant, aujourd'hui, les audiences, les parties prenantes de l'économie, de vos entreprises, des entreprises en sens général, elles veulent le tableau complet. Elles ne veulent pas juste le petit coin qui brille ou le morceau de l'étiquette qui brille. Et c'est ça qui change. Donc, effectivement, ça amène à être authentique, à faire preuve d'une transparence bienveillante aussi. Moi, je l'ai dit à plus de 1500 entreprises ces 15 dernières années que j'ai accompagnées. Dites là où vous en êtes. Dites où est-ce que vous vous trouvez maintenant et où est-ce que vous voulez aller. C'est aussi simple que ça. Et vous construisez votre communication là-dessus. Personne ne vous jettera la pierre parce que vous leur dites « je suis en train de m'adapter, je suis en train de m'améliorer, je suis en train d'aller dans cette direction-là ». Et on a fait le test, et c'est vrai, ça marche. Donc c'est aussi simple que ça. Je pense que pour vous, spécialistes du marketing, c'est de faire le reality check, le petit contrôle de réalité, de vous dire « ok, quand j'ai ce message-là, sur quoi je l'appuie ?» en termes de relations avec mes fournisseurs, de sourcing, en termes de production. Qu'est-ce qui s'appuie derrière des mots, derrière un ensemble de mots? Et c'est aussi simple que ça. Du moment où vous n'arrivez pas à répondre à cette question, c'est que le marketing, il est un peu décroché. Et tu parles justement d'avoir cette honnêteté, cette transparence, et ça on en entend souvent aussi parler clairement aujourd'hui. Maintenant, est-ce que cette démarche est applicable à toutes les entreprises qu'on peut trouver dans le monde? On sait qu'il y a des industries qui sont plus ou moins, qui ont justement plus ou moins d'attrait ou qui sont plus faciles en termes de marketing. Je suis un cigarettier. Est-ce que je peux devenir une entreprise B Corp? Je suis honnête. Je dis ce que je fais. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Alors, on peut prendre les extrêmes, et puis ma réponse va être très simple. Mais ce que j'aimerais dire, avant de répondre directement à la question, c'est aujourd'hui on a 155 secteurs d'industrie représentés. Effectivement, il n'y a pas de cigarettier dedans. Cette certification, elle est donnée à des entreprises qui ont montré de façon holistique comment est-ce qu'elles traitaient
la durabilité, à travers des pratiques, des éléments de mesure, de leur gouvernance, comme je le disais, d'engagement vis-à-vis de leurs collaborateurs, de pratiques envers les communautés, leur engagement envers les communautés, leur soutien, et en même temps la gestion de leur chaîne de valeur, et leurs pratiques environnementales, avec un vrai exercice de transparence. Cette certification, elle n'est pas donnée que par rapport à un score qu'elle pourrait obtenir par rapport à toutes ces pratiques, et elles sont aussi évaluées sur des aspects déontologiques et éthiques qui sont de savoir est-ce qu'elles travaillent dans des zones de conflit, par exemple, est-ce qu'elles opèrent, elles ont des problèmes de droits de l'homme dans leur chaîne de production, est-ce qu'elles ont des fatalités qui arrivent dans leur manufacture, ce genre de choses-là. Et l'ensemble de ces deux éléments va faire qu'on leur attribue la certification ou non. Donc, il y a des secteurs forcément qu'on n'a pas et qu'on ne risque pas d'avoir parce que un cigarettier, voilà, est-ce qu'on est d'accord de dire que l'OMS a peut-être raison quand elle dit que c'est un produit qui n'est pas bon pour la santé? Je ne sais pas, peut-être qu'ils se trompent, hein, tous ces gens là-bas. Voilà, mais je pense que les chiffres vont nous indiquer le contraire. Donc, c'est pas une attaque sur l'industrie, mais c'est vraiment un positionnement aussi de se dire, ok, qu'est-ce qui est communément accepté comme quelque chose qui est une bonne entreprise à garder, qui fait du sens pour la société, mais il ne faut pas être dans la rupture. Il faut être dans la transformation, là aussi. On ne va pas les prendre dans notre communauté par rapport à ces critères-là. Par contre, s'ils font leur chemin de transformation, qui va faire que ça les positionne différemment et sans ne plus créer des dommages à la santé publique et des dommages environnementaux indirectement à travers leurs produits, eh bien, qu'ils fassent leur chemin de transformation. Et entre guillemets, il faut se poser la question de quel est le service que l'entité économique elle apporte au développement de la société. Alors oui, il y a des choses qui sont, on pourrait dire, de l'utilité, des habits, des choses comme ça. Il y a des produits qu'on ingère, ça c'est autre chose, parce qu'il y a un élément diététique, peut-être. Il y a des services. Voilà. Donc aujourd'hui, la meilleure façon, je pense, de répondre à cette question, c'est de se dire, est-ce que de se poser cette question-là est le point sur lequel il faut se focaliser, ou est-ce qu'on ne peut pas travailler sur le 90% qui, lui, est un élément de réponse stratégique par rapport à la transformation. Donc on peut toujours voir les choses de deux façons. Soit on se dit, mais il y a ces industries problématiques, alors qu'est-ce qu'on fait avec elles? Ok, ça, il faut les identifier, puis il faut se poser des questions, et beaucoup le font. De l'autre côté, on peut transformer plein d'entreprises actuellement qui ont une velléité d'offrir des produits, des biens, des services à tout le monde, et qui peuvent tout à fait incorporer ces pratiques de durabilité dans leurs affaires. Il y a déjà un champ de travail qui est gigantesque là. Puis après, pour celles qui sont dans des situations controverses, ou dans des secteurs controversés, elles ont elles-mêmes d'autres chemins pour aller sur cette piste d'amélioration et de transformation. Donc le but, c'est d'avoir sur ces 90% une majorité d'entreprises Bicorp. C'est quoi l'objectif derrière? Alors, merci de la poser cette question, parce qu'en fait, l'idée de la communauté Bicorp, c'était d'avoir un certain nombre d'entreprises crédibles qui montraient ce leadership, qui montraient que c'était possible, qu'on pouvait allier cette mission sociétale, donc sociale et environnementale en français, et cette mission d'être pérenne et profitable, et de faire cet équilibre. Ça, c'est l'objectif de cette communauté, c'était de montrer avec des entreprises que c'est possible de le faire. Et aujourd'hui, je crois qu'on l'a bien démontré à travers notre communauté. Maintenant, l'autre point qui est important à voir, c'est qu'il y a une économie de la durabilité qui est beaucoup plus large, et il n'y a pas tout le monde qui est au même niveau sur le chemin. Et cela, nous, on leur met des outils à disposition. On a un outil, et là je fais un peu la pub pour notre outil, c'est notre mission d'utilité publique aussi en même temps, donc c'est une pub qui vient du cœur. On a développé un outil qui s'appelle le Bee Impact Assessment, qui est un outil disponible en 5 langues et qui est gratuit et confidentiel. Je le répète juste, c'est un outil qui est gratuit et confidentiel, en plus qui est super sympa avec son interface, sur lequel vous pouvez tous créer un compte. Vous allez sur beimpactassessment.net et vous pouvez créer un compte pour votre entreprise et puis voir toutes ces pratiques-là, puis piocher dedans. Et on a 80 000 organisations aujourd'hui dans le monde qui ne sont pas Bicorp, qui utilisent cette plateforme-là pour s'améliorer, pour identifier qu'est-ce qu'ils peuvent faire, là où ils peuvent aller s'améliorer, ainsi de suite. Et ça, c'est notre mission d'utilité publique, c'est de fournir ces outils-là pour que l'économie, au sens plus large, puisse se mettre dans le chemin. Après, il y a ceux qui ont un ADN, qui se sont construits sur ces valeurs. Puis là, je laisserai les intervenants ici. Yvon Chouinard, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et de faire venir à Genève lors d'une convention aux Nations Unies. Il était verticalement Bicorp avant même qu'on existe. Mais typiquement, un entrepreneur comme lui, quand Bicorp était là,
avec l'aspect légal, il s'est dit « Ah, ça c'est intéressant, ça protège ma mission sur le long terme. » Et donc, je peux verrouiller ma mission bénéfique, positive, grâce à un système comme celui que B Corp l'offre. À savoir qu'aussi, au Canada, aux États-Unis, on a des formes légales qui permettent de créer l'entreprise sur ce type de dispositif. Donc voilà, je m'arrête là, je crois. Je reviens juste à cette notion d'image finalement. Est-ce que c'est un label supplémentaire à ajouter à une entreprise? Qu'est-ce que ça fait finalement? Et ça, vous pourrez aussi nous le dire après. Hein. Mais quel est l'impact aujourd'hui de dire je suis une entreprise B Corp? Est-ce que je peux le rajouter comme entre guillemets, un autre label qui certifie mon entreprise? Bon, c'est effectivement une certification et un label, donc après il est utilisé pour indiquer que l'entreprise en fait partie et le détient. Donc oui, il y a un élément de faire savoir à travers ce qu'on essaie de faire basiquement. Alors je vous explique juste un petit peu. Ces 25 dernières années, on identifiait des bons produits avec des certifications de produits. FSC, Fairtrade, tout cela que vous connaissez, ainsi de suite. Et c'est très bien, ça permet d'identifier les bons produits. Ce que B Corp amène comme certification, c'est d'identifier les bonnes entreprises sur l'ensemble que je décrivais tout à l'heure. Donc ça permet simplement d'unifier une marque avec ce label qui permet de dire, voilà, ça c'est les bonnes entreprises qui ont été vérifiées de façon holistique et complète. Maintenant, la question est-ce que c'est encore un autre label? Non, il n'y a aucun autre label qui fait ça au monde, qui associe cette combinaison de l'aspect légal avec l'aspect de la vérification de la performance au niveau social et environnemental. Donc on est assez content, on peut dire qu'on est unique, mais c'est challenging, c'est pas facile d'y arriver. Pour donner un exemple, on a 1400 entreprises en Suisse qui utilisent cet outil aujourd'hui, plus de 300 ont sollicité la certification. Aujourd'hui, je vous parle, il y en a 25 qui l'ont obtenu, il y en a une cinquantaine en cours. Dedans, vous avez des représentants qui sont là autour de moi. Vous avez dernièrement un groupe bancaire suisse, Lombard Odier, groupe, qui l'a obtenu. Et c'est de leur bouche, c'est un travail conséquent pour y arriver. C'est challenging. Donc voilà, il faut que ça soit challenging et en même temps, ça montre là où se trouvent les acteurs, ça envoie ce message. Et oui, alors si après les entreprises veulent l'utiliser pour envoyer ce message simple. Parce que dans la jungle, vous savez combien il y a de labels en Suisse? Vous avez une idée? Moi, j'en avais recensé, je crois, un peu plus de 850 qui sont disponibles sur le marché suisse. Ah, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? Les différences entre tous les labels bio, ainsi de suite, parce que ça devient très compliqué. Et donc, nous, on a un peu cette envie et cette force de proposition de dire on peut identifier la bonne entreprise dans laquelle aller travailler, la bonne entreprise dans laquelle aller investir, la bonne entreprise pour consommer ses services ou ses produits avec ce label unifié. Et donc, ce qui est génial, c'est que quel que soit le rôle qu'on joue, en tant qu'investisseur, en tant que collaborateur d'une entreprise, en tant que consommateur, même voire citoyen, c'est qu'on peut voter tous les jours, chaque jour, dans les achats qu'on fait, ce qu'on va consommer, les transactions financières avec qui on les opère. Voilà. Vous pouvez devenir, vous, les acteurs de cette économie, en votant chaque jour, en vous adressant à ces acteurs de cette économie-là, et d'autres, parce qu'il y a d'autres mouvements qui existent, avec lesquels on collabore. Il y a d'autres acteurs de l'économie sociale solidaire, par exemple. On n'est pas tout seul dans notre précaré. Il y a beaucoup d'acteurs de cette économie de la durabilité. Et donc voilà, il y a un vrai moyen qui est mis à disposition. Merci. C'est un peu long, désolé. Mais pas de souci. Fanny, merci. Tu es titulaire d'un master HEC en gestion d'entreprise et tu as évolué pendant 13 ans au sein de plusieurs multinationales, des secteurs du FMCG et de la santé. Et tu as une expérience qui est centrée sur les domaines des opérations et du marketing. En quête d'une activité professionnelle en accord avec tes valeurs, tu rejoins la petite équipe des jus de fruits Opaline en 2014. Tu évolues désormais en tant qu'intrapreneur tisseuse de liens entre l'entreprise et la communauté. Eh bien, la première question que je veux te poser, c'est quoi ce titre? Ça fait quoi une intrapreneuse tisseuse de liens entre l'entreprise et sa communauté? Bonjour.
Merci Liliane, merci Swiss Marketing de nous accueillir aujourd'hui pour partager notre expérience. Alors c'est vrai qu'on s'est donné des titres qui sont un petit peu alternatifs chez Opaline parce que en fait on a un mode de fonctionnement qui est aussi alternatif, une gouvernance un peu différente des modèles conventionnels, et puis on avait envie aussi de le refléter à tous les niveaux. Donc, pour être concrète, intrapreneuse, qu'est-ce que c'est ? Bien, dans l'organisation des jus de fruits Opaline, on est 9 personnes, donc ça reste une petite entreprise. Notre gouvernance est axée sur l'idée donc du sens de l'initiative, de l'autonomie et puis de l'intelligence collective. Et dans ce cadre-là, chaque personne de cette équipe de 9 eh bien, gère son domaine, gère son rôle, gère ses projets, comme si j'étais un grain de raisin finalement sur une grappe. Ce qui nous relie, c'est les valeurs, c'est la mission de l'entreprise, c'est la raison d'être de l'entreprise. Puis dans ce cadre-là, finalement, chacun agit en tant qu'intrapreneur et gère sa sphère en communiquant au sein de l'entreprise avec les autres et puis avec sa communauté, ce qu'on appelle la communauté. Donc ça, c'est pour le côté intrapreneur. Pour le côté tisseuse de liens, eh bien, tout ce qu'on fait chez Opaline, finalement, est axé sur le lien. Parce que c'est aussi ce qui nous a réunis. C'est justement cette envie de se retrouver, finalement, au niveau professionnel aussi, sur un axe où on pouvait être aligné avec nos valeurs. Et puis, quand on est aligné avec nos valeurs, eh bien, ça devient extrêmement facile de tisser des liens, d'échanger à un niveau où on peut être soi-même. Et je crois que c'est important de comprendre que dans les modèles de gouvernance qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des entreprises, bien, il y a, on ne peut pas agir totalement comme on voudrait ou comme on transpirerait au niveau de nos valeurs, de nos envies, de nos préférences, de nos intérêts. Et donc chez Opaline, on peut le faire. Puis d'ailleurs, ça nous permet aussi de mettre en lumière le côté, de mettre en lumière des aspects de nous-mêmes qu'on n'avait pas forcément identifiés, qu'on n'avait pas pris la peine de voir. Et ces nouveaux aspects et ces nouveaux équilibres, ça nous permet finalement d'atteindre une certaine plénitude dans notre travail. Et puis, finalement, comment est-ce qu'on relie ça à l'entreprise, à son efficacité ? Eh bien, c'est finalement un grand sentiment d'appartenance. Et je crois que c'est ce qu'on a envie de dire, c'est que quand on peut travailler justement dans des modèles où on est totalement soi-même, eh bien, on devient tout à coup acteur de cette vie professionnelle, où parfois, auparavant, on avait l'impression de mettre en place des projets qui répondaient pas forcément à nos valeurs, à nos principes, à nos envies, et à quelque part, on se distançait un peu en étant spectateur, en quelque sorte. Eh bien là, on peut devenir acteur. Et quand on est acteur, cet alignement, finalement, permet de créer des liens, et des liens sincères, des liens sincères qui vont générer, finalement, des opportunités qu'on n'était même pas en droit d'imaginer ou d'attendre. Et c'est sur cette base-là que tout notre modèle, finalement, s'est développé. Voilà. Donc, tisseuse de liens, plus particulièrement parce que j'ai été engagée donc, dans l'entreprise en 2014 pour construire la communauté Opaline. On l'a fait, on le fait encore, elle continue d'évoluer. Et cette communauté, aujourd'hui, elle compte 2000 personnes qui proposent nos produits. Et elle compte à peu près 1 million de personnes qui auront bu un jus Opaline une fois dans leur vie, quoi. Voilà. Sacré chiffre pour une équipe de 9 personnes. Bravo. Vous avez un modèle d'affaires qui est particulier chez Opaline.
J'ai lu justement des chiffres qui m'expliquaient que le capital est détenu à 75% par des collaborateurs, les horaires sont flexibles, tout le monde dispose du même salaire. C'est le monde idéal. Est-ce que finalement ce modèle, c'est pas votre plus grande action marketing finalement derrière? Désolée, je suis une marketeuse, je cherche toujours le lien. Alors oui, on le communique, hein. C'est un modèle qu'on communique. Déjà, tous les jours, il faut quand même dire que le marketing chez Opaline, c'est un peu particulier. On n'est pas organisé par fonction. On est structuré plutôt sur base de projets. Et puis comme on travaille au niveau du lien, on ne fait pas vraiment de communication, on ne fait pas de communication de masse. Le fruit de notre travail, finalement, il est réinvesti dans notre communauté directement. Donc on n'investit pas dans de la publicité, dans de la communication en tant que telle. On communique avec les liens qu'on a réussi à construire. Et puis, on propose des outils justement à notre communauté, à nos clients, pour qu'eux puissent aussi communiquer avec leur communauté et puis proposer le produit, en parler de manière efficace, de manière juste, par rapport à ce qu'on fait et à ce qu'on représente. Donc je ne verrai pas de campagne qui dit Opaline propose les meilleurs jus de fruits de Suisse. Non, ça c'est pas nous. Et est-ce que je verrai du Opaline s'engage pour l'égalité salariale? Opaline, oui, s'engage pour l'égalité salariale, ça c'est une certitude. J'aimerais dire que voilà, ça faisait du sens pour nous de travailler sur une base d'un salaire similaire, parce que voilà, on n'a pas de hiérarchie. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tous les mêmes pouvoirs. On a tous un certain pouvoir, de décision, ce qui donne aussi une certaine agilité à l'entreprise et qui permet de répondre très vite à des problématiques qui auraient pris énormément de temps dans de grandes structures, qui ont moins d'agilité de par tous les processus en place. Mais ça nous permettait aussi à quelque part de fixer ce salaire entre nous et puis de se dire, ben voilà, ça c'est le salaire qu'on pense qui est juste par rapport à la communauté avec qui on travaille. Et puis de se dire, mais finalement, c'est un peu réducteur pour l'être humain de se dire qu'on travaille dans une société pour une motivation financière. Alors bien sûr, on vit, c'est comme Bicorp, hein. La viabilité financière de l'entreprise, c'est une réalité. Elle est là, la viabilité financière et la liberté d'une personne aussi. On doit pouvoir l'avoir pour se sentir bien, être heureux, être intégré dans la société. Mais ça ne doit pas être une fin en soi. Donc concrètement, aujourd'hui, on est tous sur la même échelle salariale et on n'a pas de prime et on n'a pas d'incent financier, parce que ce qui nous a regroupés, c'était justement ce sens des valeurs, du partage, la mission. Puis on avait envie de pouvoir aussi l'intégrer à ce niveau-là. Alors finalement, sur quoi se base vraiment le succès d'Opaline? Il n'y a pas forcément eu entre guillemets un marketing mix classique. Et pourtant, c'est une marque qui est extrêmement connue. Enfin, en tout cas, c'est une marque que je connaissais aussi déjà bien depuis un certain temps. Est-ce que c'est ce modèle d'affaires particulier, finalement, qui a aidé derrière à la notoriété de la marque, ou quels sont les éléments derrière qui ont pu aider au succès qu'Opaline a aujourd'hui? Alors moi je pense que clairement il y a l'alignement dont je parlais au départ, et puis la sincérité de tous les membres de notre équipe, de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait, aussi de faire ce qu'on dit. Donc je pense que là il y a clairement un facteur qui est ressenti. Il faut savoir qu'on a fait un travail de fourmi. Quand on vous dit tisser des liens, effectivement on a été et on est en lien avec énormément de personnes. Et puis, chaque jour, on répond à beaucoup de demandes et on le fait toujours avec autant de plaisir, parce qu'on se souvenait aussi que c'était plus difficile quand il fallait justement stimuler et puis aller à la rencontre des personnes pour expliquer tout ça. Je pense que c'était aussi compliqué. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup de retours proactifs. On a une communauté très active.
et qui est très curieuse, avec qui on interagit beaucoup. Donc ça, je pense que c'est le fait des liens, d'avoir créé des liens de personne à personne est très important. Puis après, évidemment, il y a aussi eu dans la manière dont on a déployé le modèle, les jus de fruits et notre équilibre, notre fonctionnement. On a travaillé avec Bicorp, on a été certifié en 2015. Ça a été aussi une excellente manière justement de mettre en avant finalement ce qu'on faisait déjà. Donc effectivement, dire on est certifié Bicorp à l'époque, Bicorp en 2015. Je ne sais pas combien d'entreprises en Suisse étaient certifiées, mais il y en avait relativement peu. Ça a beaucoup évolué. Mais donc, au départ, dire on est certifié Bicorp, c'était aussi un moyen d'amener une certaine crédibilité. Une certification, ça peut paraître crédible, et c'est crédible, en l'occurrence dans le cas de Bicorp. Et puis d'expliquer pourquoi on avait été certifié Bicorp. Et je dois dire que l'argumentaire de dire l'impact social et environnemental positif, d'être en mesure d'expliquer le pourquoi du comment, et de dire que oui, la réalité financière, elle est là, mais elle n'est pas une fin en soi, c'était important, et ça a amené aussi ça a amené une certaine crédibilité au discours qui a pu convaincre pas mal de monde. Bicorp, ça nous a aussi amené, je dois dire, le côté réseautage. Donc c'est vrai qu'on a rencontré énormément d'entreprises, on a rencontré des médias aussi, par le biais de Jonathan et de Bilab, qui nous ont permis aussi de communiquer de manière efficace et en ligne avec nos valeurs. Et on a été certifié 2 fois, 2 années de suite, 2017 et 2018, Best for the World. Et ça, c'est une certification qui a lieu finalement, une reconnaissance qui a lieu au sein des Bicorp, et qui finalement va reconnaître certaines entreprises parmi toutes les Bicorp au monde. Et là, on a pu carrément, effectivement, à nouveau réutiliser, je dirais, cet argument-là comme un facteur de crédibilité qui était tout à fait en ligne, d'ailleurs, aussi avec nos valeurs. Ça nous a même permis de recruter Bicorp. Voilà, on a été contactés. Ouais, génial. On a été contactés par Chantal, qui aujourd'hui gère le marché suisse-allemand. À un moment où justement on se disait, ça serait bien de pouvoir développer un petit peu de l'autre côté de la Suisse. Et puis elle avait en fait finalement identifié toutes les entreprises Bicorp, parce que c'était des entreprises qui étaient en ligne avec ses valeurs. Elle nous a contactés, elle nous a fait une candidature spontanée, et puis elle a rejoint notre équipe. Voilà, une belle histoire. Merci. Christophe. Mon cher Christophe. C'est ton tour. Ouais. Également diplômé d'HEC. Décidément, vous connaissez ou... On a des vilains HEC. On a 2 vilains HEC. Tu es passionné de belles aventures humaines, de montagne, de sport, et tu es très actif dans le monde associatif. Je ne vais pas toutes les dire, mais il y en a quand même un certain nombre. En finissant par la Fédération romande des consommateurs et l'Ombudsman suisse des banques. Tu es partout. Tu cofondes Loico en 2013, entreprise romande de services qui atteint près de 100 collaborateurs en 5 ans, sans force commerciale ni hiérarchie. Comment tu fais? Déjà, je ne fais pas tout seul. Hein. Non, je crois. C'est un peu la... C'est intéressant parce que tout à l'heure, je t'entendais parler du marketing mix, un vieux truc que j'ai pas entendu depuis hyper longtemps, d'ailleurs. Et je suis désolé. Mais j'ai appris ça à HEC, comme entre nous. Et c'est vrai que peut-être que... C'est vrai que si on m'avait dit à HEC à l'époque qu'on allait monter une organisation dans laquelle, effectivement, il n'y avait pas de commerciaux. On peut parler des commerciaux, d'ailleurs, c'est intéressant. Moi, je pense qu'une bonne organisation, dans notre domaine, une bonne organisation se passe de commerciaux. Pourquoi ? Ça, c'est intéressant. Et on peut commencer un peu à échanger entre nous parce qu'on fait des monologues. Mais oui, écoute. Non, mais ça, c'est intéressant. Juste pour reposer le cadre, c'est que effectivement, dans un bon marketing mix, il y a plein de choses. Il y a un bon prix, il y a un bon produit, etc.
Et puis il y a des bonnes forces de vente normalement. Et puis effectivement, nous on n'a pas de force de vente, on n'a pas de commerciaux, on n'a pas d'objectif de vente, on n'a pas de hiérarchie et on n'a jamais aussi bien vendu. Quoi. Donc vous êtes rentable. De par mon expérience. On est rentable, on a 5 ans, hein, donc on est break-even. C'est vrai que la hiérarchie, les commerciaux, il y a un truc, c'est sûr, ça coûte beaucoup d'argent. Quoi. Et donc c'est une certitude. Il est pas vraiment d'accord à côté. Ça coûte une chienne les commerciaux. Loico, c'est une aventure assez intéressante parce que alors si je parle un petit peu de ma personne, c'est vrai que j'avais repris une entreprise familiale qui a été rachetée par un groupe français, une grande compagnie financière qui s'appelle Edmond Rothschild, et puis qui l'a fait de manière très dynamicale, dans la logique capitaliste pure, c'est-à-dire que je rachète, je fusionne, je licencie des gens, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si je refais quelque chose avec des amis, je veux le faire de manière différente. Loico, c'est-à-dire Loyalty Company, hein, donc déjà c'était en 5 lettres, disponible en .ch, en .com, vous pouvez déjà y aller un moment. Vendu. et puis c'est vrai que ce qui était important pour nous, lorsqu'on a créé Loico, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie de créer, hein, quand vous créez une entreprise, qu'est-ce que vous voulez générer? Est-ce que vous voulez générer juste un max de pognon pour les fondateurs? Est-ce que vous voulez avoir des collaborateurs, etc. On en a déjà un petit peu parlé. Et en fait, depuis le début, on a posé le modèle de performance. Alors, au début, c'était pas Bicorp, mais je dirais durable, comme modèle de performance de l'organisation. Ça veut dire que depuis le début, on présente, parce qu'on a un conseil d'administration, même si aujourd'hui on n'a plus de hiérarchie, mais un conseil d'administration c'est légal, hein, et on lui présente les résultats de l'organisation sur les 5 axes Bicorp. Et en fait, la performance de l'organisation est jugée sur les 5 axes. Et c'est vrai que ce que moi je trouve fondamental, c'est le motto de Bicorp, hein, c'est qu'on doit redéfinir la notion de performance dans le monde des affaires. Qu'est-ce que ça veut dire être performant? Et avoir un impact favorable sur la communauté, sur les gens à l'interne, sur l'environnement. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que pour attirer les bons talents et puis pour vendre plus, eh bien, ces actes de performance sont hyper importants, quoi. Donc ça, pour moi, c'est une sacrée bonne nouvelle. On l'avait un petit peu senti au départ, honnêtement, mais c'est vrai que les résultats dépassent nos attentes. De nouveau, on a près de 100 collaborateurs aujourd'hui, on a 4 succursales, et on est dans un monde qui a un monde très traditionnel, hein, en termes de vente, hein. Donc on est dans le B2B, Loico, on apporte des services aux entreprises, donc dans le domaine de la finance, d'assurance, etc. Tous nos concurrents sont des gens bien cravatés, avec des méthodes de vente qui sont très traditionnelles, hein, du B2B, donc one-to-one, avec des vendeurs qui vont aller essayer d'actionner leur réseau. Et c'est vrai que depuis le départ, on s'est dit non, nous on a envie de se présenter différemment, déjà de montrer qui on est, d'être qui on est, une première chose, d'essayer d'avoir un impact positif, de montrer cet impact et de faire en sorte que, de par le point de communauté, on puisse utiliser en finalité ce qu'on est pour vendre. Vous savez que je trouve hyper intéressant, vous connaissez tous Simon Sinek, quoi, j'imagine dans la salle, quoi, et relativement bien. Et puis à un moment donné, il y a un talk qui m'a marqué, c'est son histoire de pyramide. Et il en parle notamment pour la vente et le marketing. Il dit il y a 3 niveaux pour vendre quelque chose. Il y a le what d'abord, donc je suis Apple et je vais vendre des ordinateurs. Il y a le how. Je vais vendre des ordinateurs qui ont une ergonomie absolument exceptionnelle. Puis il y a le why, je vais changer l'interaction que les gens vont avoir avec le monde, donc le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Et les gens achètent sur le sens. Et nous, depuis le début, ce sens, déjà, il est ancré en nous, dans l'organisation. Et en plus, on communique dessus. Et on communique quasiment que là-dessus, en fait. Les gens sont assez étonnés, parce qu'ils nous disent, mais en fait, Loico, c'est cool, on vous voit assez souvent, mais on ne sait pas ce que vous faites, quoi. Intéressant. Mais bon, on sait pas les gens ne savent pas ce qu'on fait, mais du coup, ils sont intéressés par les valeurs, par l'organisation. Ils sont intéressés à en savoir un petit peu plus. Et il y a une chose à laquelle j'ai jamais cru dans le commercial B2B, c'est que lorsque vous allez être dans un mode push, c'est-à-dire que vous êtes avec vos commerciaux, vous dites les gars, faut appeler des prospects, puis il faut essayer de leur vendre le truc. La probabilité pour qu'au moment où vous avez appelé la personne et avez besoin de vos services, c'est relativement faible, quoi. D'accord, et vous avez dépensé un salarié pour ça, et les taux de retour sont très faibles. Dans notre domaine, la communauté qu'on a pu développer, axée sur nos valeurs, fait qu'à un moment donné, on a un volume de gens qui nous connaissent, un volume de gens qui partagent ces valeurs, qui lorsqu'ils auront besoin de nos services, simplement vont nous appeler. Et le fait qu'on n'ait pas non plus d'objectifs de vente et de gens qui soient des commerciaux, fait que lorsqu'ils vont être en interaction avec nous, les gens qui sont en face d'eux n'auront aucun intérêt à leur vendre un truc dont ils n'ont pas besoin.
Et ça, dans le domaine des assurances, c'est relativement disruptif, hein, je peux vous dire. Parce que dans le domaine des assurances, notamment, les gens qui sont en face de vous, ils sont tous payés à la commission. Et donc, forcément, il y a un biais assez fort dans la relation qui se crée de facto, quoi. Parce que le modèle est mauvais. Et aujourd'hui, chez Loico, c'est pas le cas. Et de nouveau, on a à peu près, je sais pas, dans notre domaine, on fait entre 5 et 10 offres de services par semaine. Vous pouvez imaginer dans le domaine des services, hein, comptabilité, fiscalité, assurance, etc. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. En tout cas, moi, je l'ai pas vécu avant. Et je crois que le pourquoi, c'est le pourquoi, enfin, c'est le sens. Et finalement, ce sens, au sein de Loico, vous l'avez eu dès la base. Vous vous êtes dit, ben voilà, on veut aller dans ce sens-là, on va construire une entreprise dans ce sens-là. Maintenant, quand on regarde le tissu économique qu'on a aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui existent déjà, qui suivent finalement ce bon vieux modèle capitaliste tel qu'on le connaît. Et comment elles font? Parce que là, vous avez quand même le point commun, vous êtes des entreprises qui, dès le départ, vous vous êtes dit, on va aller dans ce sens et on va construire autour de ça. Donc maintenant, on a des entreprises aussi ici, probablement, qui existent depuis des années, qui n'ont pas forcément eu finalement cette idée ou cette volonté dès la base. Elles peuvent encore se rattraper ou c'est trop tard, elles sont obligatoires. Foutu. Non, je pense que ça passe de toute manière par le leadership. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a un leadership qui est pas complètement aligné, ça sera évidemment très très difficile et même contre-productif. Moi j'ai vu, puisque assez souvent lorsqu'on parle de bien-être des collaborateurs, de plaisir au travail, hein, pour parler d'un des éléments du développement durable, j'ai vu des départements RH se démener comme des malades pour faire en sorte que leurs gens aient du plaisir, qu'on tourne vraiment la performance dans le sens d'une performance pour nos gens, enfin pour les gens de l'organisation. Et puis malheureusement, à la moindre décision qui va dans l'autre sens d'une direction, lorsqu'en plus on est sur les marchés ouverts et puis qu'à chaque soubresaut de l'action, vous avez des licenciements qui se font pour maintenir la marge, bah, tout ça tombe par terre simplement. Donc il faut du leadership, il faut aussi une construction d'entreprise et souvent ça aussi, on n'en parle pas suffisamment, mais une construction d'entreprise sur les marchés ouverts notamment, c'est très compliqué parce que notamment les flux financiers, ou en tout cas comment est-ce qu'on les perçoit, bah, rendent la notion de performance bienveillante difficile, puisqu'en fait les gens qui décident, le seul lien qu'ils ont avec l'organisation, à un moment donné, c'est le cash qu'ils pourront recevoir, la rentabilité à court terme, etc. Donc ça c'est assez difficile. C'est pour ça que je dirais, et souvent les gens viennent nous voir en disant mais comment vous avez fait, est-ce que vous pouvez même nous aider? Donc les gens commencent à nous demander de mettre en place, des modèles participatifs en termes de management, mais également dans la logique de développement durable. Et on est hyper prudent, quoi, parce qu'on sait que sans le bon leadership, sans la bonne construction d'organisation, on peut faire du mal, parce qu'on s'y prend mal. Mais comment tu vas le changer aujourd'hui dans une entreprise qui a combien de temps ça prend? Est-ce que vraiment est-ce que c'est réaliste pour toutes? Et finalement, on se lance dans un processus qui prend combien de temps? Alors, de nouveau, c'est hyper difficile. De nouveau, c'est la partie du leadership et de la conviction du leadership qu'il faut changer. Hein, si on a une organisation aujourd'hui très traditionnelle au niveau de ses drivers, au niveau de sa vision de la performance, d'abord il faut une prise de conscience. Cette prise de conscience, heureusement, ou pas, eh bien, elle est de plus en plus fréquente. Alors, ou pas, je dis parce que les signaux des problématiques climatiques, des problématiques sociétales sont de plus en plus forts. Et ça, on va dire malheureusement, mais d'un autre côté, ça commence à générer quelque chose chez les dirigeants traditionnels. Jonathan, toi, tu parles souvent d'un bruit, hein, d'un truc qui est un peu imperceptible, comme ça, on se dit, tiens, ouais, il faut peut-être changer. Puis là, ce bruit commence à s'intensifier jusqu'à provoquer le basculement de gens qui, pendant 20, 25, 30 ans, ont une vision de l'organisation. Ils commencent à se dire peut-être que cette vision, il faut la changer, simplement parce que, je sais pas, ici, dans vos boîtes respectives, est-ce que vous mettez du sens dans ce que vous faites? Est-ce que ça fait du sens de passer des années à travailler pour une organisation qui est malveillante? Et je crois pas que c'est forcément une question de génération. Je pense de plus en plus ce bruit fait que les gens se posent la question. Et aujourd'hui, passer du temps dans une entreprise qui n'a pas d'impact positif, pour moi, c'est du temps perdu. Et de plus en plus, vos collaborateurs, les collaborateurs, eh bien, vont pousser dans ce sens-là. Et ça, là, je vois un espoir, quoi. Donc ça veut dire que finalement, ces éléments-là vont vous permettre de vous faire plus connaître, et puis vous n'avez pas de vente, vous n'avez pas de force commerciale. C'est l'utilitarisme. Tu n'as pas de force commerciale, ouais. Tu as un département marketing. Oui. Qu'est-ce qu'il fait?
Il raconte quoi? Il dit quoi sur Loïco? Il va dans la piscine. Non, je crois que justement, alors, on fait ce qu'on appelle chez nous du marketing authentique. Ça veut dire qu'on dit qui on est, ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on le fait. Et c'est vrai que notre département marketing aujourd'hui, si on regarde le volume de posts produits sur les réseaux sociaux quotidiennement, c'est vrai qu'on est très axé sur les valeurs, sur le sens de ce qu'on veut faire et très peu produit en fait. Parce que les produits que vous pouvez pousser sur les réseaux, à un moment donné, les gens, s'ils n'en ont pas besoin au moment où vous les poussez, ils y font pas attention et puis du coup, votre post il est inutile quoi. Et pour vous dire, aujourd'hui on parlait de communauté avant. Pour moi, la principale valeur que peut générer un département marketing aujourd'hui, c'est le fait de faire grandir la communauté autour du sens et des valeurs que porte l'organisation. Et du moment que vous avez réussi à créer cette communauté, après, le développement se fait très rapidement. Et puis en plus, les réseaux sociaux, c'était fait multiplicateur, évidemment, qui également, par rapport à ce qu'on connaissait à l'époque dans le marketing, pour passer un message. Aujourd'hui, vous voyez que c'est très différent. Nous, aujourd'hui, on a une croissance sur les réseaux qui est assez folle. Le mois dernier, on a eu un peu plus de 100 followers LinkedIn en plus, ou 100, 150, je ne sais plus, Marie et Anouk pouvaient nous dire, parce qu'ils sont dans la salle, l'équipe marketing en partie. Et ça c'est complètement fou, parce que du coup, on a des sollicitations qui se démultiplient, quoi. Mais ça, les gens le font parce qu'ils croient en ce qu'on fait. Ils croient dans la marque, ils croient dans les valeurs, et ils s'identifient à ça. Puis à un moment donné, lorsqu'il y a une possibilité d'actionner la marque, eh bien ils vont le faire. Et mais de manière très, c'est assez intéressant la notion aussi de client-fournisseur. Du fait que nous, les gens n'ont pas d'intérêt, puisqu'ils ne sont pas payés pour, parce qu'ils n'ont pas l'objectif de vendre, à vendre. Donc, d'un côté, ils perdent désintéressés. On a juste envie d'apporter de la valeur. Et ça, on le ressent chez chacun des collaborateurs de Loïco. C'est-à-dire qu'ils le voient dans notre communication, puis lorsqu'ils rentrent en interaction avec la marque, c'est ce qu'ils vont vivre réellement. Il y a un truc assez étonnant qu'on a mis en place chez nous, c'est qu'on communique à tous nos clients sur notre marge. C'est-à-dire chaque client sait exactement quel est l'argent qu'on gagne sur leur tête, quoi. Donc on fait un rapport d'activité chaque année, on leur dit. En 2017, puisqu'on fait les rapports d'activité en début d'année pour l'année d'avant, en 2017, on a 3 clients pour lesquels on a augmenté les coûts. Puis 2 fois, c'est les clients qui nous ont demandé, quoi. Donc, parce que c'est complètement la logique client-fournisseur où en gros le client il essaye de payer le moins possible, puis le fournisseur il essaie d'en enfiler le plus possible. Parce que si vous êtes transparent avec vos marges, et le client va simplement voir ce que vous offrez, apprécier votre service, parce qu'on a des collaborateurs engagés qui évidemment qui offrent un service de qualité, et en plus ils voudront que vous viviez bien parce qu'ils sont identifiés à vous et à vos valeurs. Donc là vous avez créé un cercle vertueux qui fait également que vous allez pouvoir travailler sur votre marge en plus que de travailler sur le développement commercial pur. Excellent. Vous avez été certifié depuis le début? Quasiment, ouais. Il n'y a pas eu un avant puis un après? Disons, simplement on ne connaissait pas, hein. Pour ma part on ne connaissait pas, mais dès qu'on a connu, on a envie de le faire. Je crois qu'on est dans les 3 premières Bicorp en Suisse, sauf erreur. On était très, évidemment, on était un peu ébloui par l'exemple Patagonia et d'autres qui nous semblaient très vrais, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on a créé la société, on s'est tout de suite dit on a envie de générer quelque chose de différent et on a envie d'avoir un impact qui est différent. Et il y a un groupe d'entreprises qui le fait dans le monde. Moi, je trouve la genèse hyper intéressante du mot Bicorp. Toi, tu n'en as pas parlé, mais moi, je trouve assez chouette. C'est qu'aux États-Unis, si vous ne maximisez pas le profit de vos actionnaires, en tant qu'entreprise traditionnelle, vous êtes pénalement attaquable. D'accord ? Donc ça veut dire qu'un actionnaire peut venir vers la direction, vers l'entreprise, puis dire écoutez, moi, les 50 000 balles que vous avez mis dans ce super voyage que vous avez fait avec vos collaborateurs, moi, je les veux dans ma poche. Parce que je suis actionnaire, puis je suis censé maximiser ma shareholder value, et ils vous attaquent en tant qu'entreprise, et puis ils gagnent. Et fort de ce constat, il y a ce mouvement Bicorp qui s'est créé, et qui a créé aux États-Unis un autre type d'entreprise. Donc, moi, Jonathan, tu l'as dit rapidement, mais aux États-Unis, vous pouvez être une SA, globalement, vous pouvez être une Bicorp. Et si vous êtes Bicorp, vous devez maximiser l'impact sur les gens, sur l'environnement, en même temps que vous essayez d'être durable au niveau de la pérennité financière. Et en plus, aux États-Unis, si vous êtes Bicorp, vous payez moins d'impôts.
C'est-à-dire qu'on considère, mais c'est assez intéressant, on considère que vous avez des externalités négatives moins fortes qu'une entreprise capitaliste traditionnelle. Et donc c'est logique, vu que le pays a moins besoin de cravacher derrière vous pour compenser vos effets négatifs, qu'en gros vous payez moins d'impôts, quoi. J'espère que ça se passera en Suisse aussi bientôt. Tu peux... J'interviens juste, si je peux. Ah oui, moi, je pense. Ouais, je sais pas si on t'a coupé le micro. J'ai dit une connerie, c'est ça ou bien Non. Ah, non, Je vais complémenter ce qui était dit. Alors effectivement, il y a un État aux États-Unis qui a cette forme légale qui s'appelle Benefit Corporation, qui a mis en place des politiques d'encouragement au niveau fiscal. C'est assez étonnant, ça. Qui est Philadelphie. Et c'est vraiment étonnant. Et en fait, quelque part, ce que disait juste Christophe, qui est majeur, c'est que du moment, je vais utiliser un terme qui est peut-être pas super propre, mais je l'aime bien, moi. Dans ce marché, on the market, il y a des nouveaux types d'espèces, des nouvelles espèces animales qui sont dedans, les bicorps en sont, et quelque part, elles portent en elles d'autres externalités que un animal traditionnel de l'ancien monde porte pas. Cette volonté de faire cet impact positif social environnemental. Et donc, vu qu'il porte cette mission complémentaire, qui est normalement aujourd'hui déléguée à qui ? On l'a délégué au gouvernement. Gouvernement, ouais. Pour la plus grande partie, c'est les gouvernements ou les ONG. Et là, en fait, on a tout d'un coup un nouvel animal, une nouvelle espèce qui arrive sur ce marché économique de développement et qui porte cette nouvelle responsabilité, donc il faut la récompenser. Et on pourrait clairement imaginer plein de mécaniques hyper intéressantes. En Suisse, en train de lancer un projet de TVA circulaire. Voilà, comme ça, je vais lancer un petit mot, TVA circulaire. Venez me parler après, c'est un super projet pour nos entreprises, pour justement leur dire dans la valeur ajoutée, dans la taxe sur la valeur ajoutée, il est où le social ? Il est où la facture environnementale, le capital naturel ? On peut la mettre dedans, on peut faire évoluer les choses, et ça peut devenir super intéressant. Mais je m'arrête là, moi. Merci, on va quand même laisser Patagonia parler un petit peu, cher Bernard. Donc bonsoir déjà. Moi je commence mal parce que je suis ni HEC et je suis commercial. Aïe. Mais t'es passionné de sport. Oui, j'adore le sport. J'adore le sport et tous les jours je me dis j'ai la chance de travailler pour une marque comme Patagonia. Petit rappel, Patagonia est une marque américaine fondée il y a plus de 40 ans. Compagnie privée, ce qui fait sa grande différence. Pourquoi on est différent ? On est le 3e groupe mondial dans la production d'habits de sport outdoor, derrière le géant North Face et Columbia. Pourquoi différent ? Parce que le fondateur, depuis plus de 40 ans, a été toujours un fan de l'environnement, un écolo d'avant l'heure, si on veut. Et il a toujours prôné le fait de pouvoir concevoir des vêtements les meilleurs possibles en ayant le moins d'impact sur l'environnement. C'est ce qui crée un petit peu certaine ambiguïté quand même, parce que de nouveau, entre faire du business et être pour l'environnement, il y a un petit peu des marches un petit peu qu'on n'arrive pas à franchir, si on veut. Mais toute sa vie, il s'est basé sur ça. Et ce qui est un peu marrant pour nous maintenant, c'est que ça passe pour du marketing, évidemment. On s'est souvent attaqué, mais lui, depuis 40 ans, il fait ça. Et c'est une compagnie privée. C'est son argent, autofinancé, plus d'$1 milliard de chiffre d'affaires. Il décide, lui et sa famille, personne d'autre. On a eu différents cas où l'argent n'a pas été le moteur. Et maintenant, chaque pas qu'on fait pour l'environnement est un marketing direct. C'est incroyable. Mais c'était pas le... T'as des exemples ? Quand tu dis justement qu'il y a cette... Alors, ce qui se passe, un bon exemple, c'est le Black Friday, qui pour nous est une aberration technologique, économique si on veut. C'est qu'un employé de la compagnie a dit on pourrait faire cette année, Black Friday, on ferme tous les shops Patagonia. Super idée. Tous les shops ont été fermés ce jour-là pour manifester contre ce Black Friday. L'an d'après, encore meilleure idée, ils se sont dit, tiens, cette année, on va ouvrir le magasin, mais tout le chiffre d'affaires va être distribué à des ONG environnementales. On a fait ce jour-là 12 millions de dollars qui ont été donnés à des NGO environnementales. Il a aussi été un des fondateurs, dès le départ, en 2002, du 1% pour la planète. Depuis 2002, il donne 1% du chiffre d'affaires. Il se fait attaquer, pourquoi pas, 2% ou 3%. Il dit, moi, je donne 1%. Voilà. Donc, c'est clair que tout ce qu'il fait, on le surveille, on le contrôle et on le pique un peu à chaque fois. Mais depuis le départ, il a toujours été dans cette direction-là. Et comment est-ce que tu fais quand tu as une entreprise aussi grande qui doit produire des aussi grandes quantités pour prétendre être durable ? Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté ? Il y a toujours une ambiguïté, c'est sûr. Mais ce qu'il a toujours dit depuis le départ, quand il crée un vêtement, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait le moins d'impact environnemental possible ?
Alors, bien sûr qu'il y en a. Après, on a bien sûr avec Fairtrade maintenant. Quand j'ai commencé il y a maintenant 7 ans en arrière, on avait 4 produits Fairtrade. Maintenant, on en a plus de 400. Le but, c'est d'avoir tout Fairtrade. On n'arrive pas encore. On est trop gros pour l'instant. Donc, on avait notre meilleure pièce. On produit 1 million de pièces qui étaient faites dans 12 usines différentes, différents pays, Pakistan, Inde et ailleurs. Pas Pakistan, bref, de différents pays en Asie et ailleurs. Mais 4 étaient Fairtrade, mais pas les autres. On a un trop gros volume pour eux. Et maintenant, ce qui nous bloque, c'est le volume, c'est pas autre chose. On n'arrive pas encore avec la Chine, bien sûr, pour différentes raisons qu'on connaît, mais parce que les Chinois sont encore les meilleurs pour produire des vêtements techniques, dont le Gore-Tex évidemment. Mais notre but, bien sûr, est d'être totalement Fairtrade le plus rapidement possible. Et chaque année, on augmente le nombre de pièces. Est-ce que vous communiquez sur tout ce que vous faites? Non, pas tout. Parce que justement, quand on a commencé le Fairtrade, c'était maintenant il y a 7 ans en arrière, comme il n'y avait que peu de styles Fairtrade, on n'a pas voulu le mettre en avant. On le met peu en avant, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on met un truc en avant, c'est du marketing. Donc maintenant, oui, on le dit, parce que nous, plus de 2 tiers des pièces, on fait Fairtrade maintenant. Mais c'est clair que chaque fois, on se fait un petit peu attaquer. À chaque Et du fois. coup, c'est aussi du marketing. Donc, C'est du marketing, mais comme j'ai dit, il a toujours eu la même stratégie depuis le départ. Maintenant, on devient marketing parce qu'on est à fond dans le trend. Donc l'Enviro est à fond dans le trend maintenant, mais depuis 40 ans, il fait pareil. Il n'a jamais changé. Ce qui est aussi surprenant, c'est qu'il y a 30 ans maintenant, il a lancé les premières polaires en PET recyclé. À l'époque, tout le monde s'en foutait totalement. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il a fait encore? Après, ça fait depuis 30 ans qu'on n'a que du coton bio, le vêtement. 30 ans. C'est énorme. Mais à l'époque, c'était vraiment totalement égal. On a aussi maintenant, bien sûr, on fait des vêtements en plumes, en duvet. On a des duvets traçables. Les oies sont ni gavées, ni arrachées les plumes vivantes. Les gens s'en tapent totalement, mais ça fait 7 ans qu'il fait ça. Donc chaque fois qu'il fait un truc, depuis le départ, il fait ça. Aussi une belle histoire, c'est notre histoire avec le mérino. Le mérino est la laine, donc, qui vient principalement des moutons en Nouvelle-Zélande. Il y a une telle demande de mérino depuis maintenant quelques années que nous, on a décidé de faire ces productions de mérino en Argentine. Et 30% de la production était donnée pour planter de la prairie pour les moutons. Très bonne idée en soi. On avait 30 fermes qui bossaient pour nous en Argentine pour faire ces vêtements. Et le groupe PETA France, le groupe écologique, a envoyé quelqu'un sur place. Et dans une des 30 fermes, les moutons étaient maltraités. La production a été arrêtée en 2 jours. On a pu faire de mérino pendant 2 jours. Et c'est décidé directement en haut par le fondateur qui dit ça ne correspond pas à nos idées. On a tout arrêté. Pareil, on vendait pour 50 millions de dollars de chaussures qui étaient sous-traitées par un groupe américain aussi, qui n'avait pas les mêmes visions que nous dans l'environnement. Ça a été arrêté en 3 mois, terminé. Donc il a fait ça toujours depuis le départ. L'argent a été bien sûr un moteur quelque part, mais maintenant ce qu'il fait lui, c'est que notre slogan à l'époque, c'était de faire le meilleur vêtement possible en ayant le moins d'impact sur l'environnement. Maintenant son slogan depuis 3 mois, c'est on fait du business pour sauver la planète. Donc il a passé le cap supérieur. Il dit plus on sera gros, plus on sera entendu. Maintenant il est même en procès contre le gouvernement Trump. Pour les parcs, parce que Trump veut libéraliser tous les parcs nationaux aux USA. Donc il y a des procès maintenant entre Patagonia et le gouvernement Trump. Donc lui, il a ses idées depuis le départ, 40 ans sont les mêmes, et il est à fond là-dedans. Bien sûr, on vend des vêtements, bien sûr, on fait plein d'erreurs. On a des aberrations écologiques comme nos traitements des vêtements Gore-Tex avec du Teflon, qui est une aberration écologique, bien sûr. On trouve des alternatives qui ne sont pas encore parfaites, mais on a des ingénieurs qui font que ça. À chaque fois que ça. On a aussi une grande aberration, c'est que chaque vêtement qui est produit à l'étranger est envoyé dans du plastique. On n'a pas de solution pour l'instant. On en cherche. Pourquoi? Parce que le plastique protège des saletés et de l'odeur du transport. On n'a pas de solution actuelle. Mais il y a plein de gens qui travaillent pour nous, qui cherchent des solutions. Maintenant, on va récupérer les sacs en plastique et depuis l'Europe, on va les envoyer avec papier recyclé chez le client final. Comment tu réponds du coup à ces aberrations? Vous devez être confronté à ça. Parce que nous, maintenant, c'est clair qu'on parle de l'écologie et c'est clair que nous, on fait un milliard de chiffre d'affaires qui n'est pas encore monstrueux, mais on vend des vêtements évidemment, 3e groupe mondial quand même. Mais de nouveau, on vend des millions de pièces qui sont emballées à l'usine dans des sacs plastiques comme ça grand. Et maintenant, le sac plastique touche tout le monde, évidemment, on en parle tout le temps. On n'a pas de solution pour l'instant, on n'en a pas. Et c'est que pareil pour le traitement des vêtements, les traitements hydrophobes, on n'a pas d'alternative pour l'instant. On en trouve, mais qui ne sont pas aussi bonnes. Et après, c'est le client final qui devra faire son choix. Parce que maintenant, d'envoyer les vêtements qu'on est en papier depuis le départ, est-ce que le client final est prêt à acheter une pièce qui sent le gazole et qui peut avoir une tache? Je ne pense pas encore.
Mais par contre, c'est une compagnie extraordinaire. Je bosse pour eux depuis 7 ans. Tous les jours, je me dis, mon Dieu, quelle chance, j'ai travaillé pour eux. Meilleur employeur de l'année. Pardon ? Et pour être recruté, du coup, chez Patagonia, comment ça se passe? Alors justement, ce qui est surprenant aussi, c'est que de nouveau, bien sûr qu'il faut un plus ou moins un CV, mais plus ou moins. Donc HEC n'est pas fait, ça c'est sûr. Ça, ils ont enlevé, heureusement. Pas eu besoin. Mais de nouveau, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on corresponde plus ou moins à leurs images. C'est clair qu'on doit aussi donner de notre temps pour l'écologie. On est aussi pas forcé, mais c'est bien vu, c'est clair que si on a des actions écologiques annuelles, on est payé pendant ce temps, mais parce que Patagonia, c'est pas uniquement des vêtements. Sur le groupe Patagonia, il y a 4 colonnes bien différentes. On fait 1, des vêtements. 2, on a Patagonia Provision, on vend de la nourriture aux USA. On vend du saumon, bien sûr sauvage. On a du bison bio qui vient des plaines du Montana. On fait des céréales, on fait des barres de céréales aussi, des soupes. Qui se vendent uniquement aux USA, bien sûr, pour le transport, pour éviter le transport, mais ça va venir en Europe, je pense, d'ici une année ou 2, avec des productions qui vont se faire en Europe. Troisième groupe s'appelle le Wornwear, c'est une marque de la marque Patagonia, où là, on a, même en Europe, on a 4 bus et des postes de travail, on répare les vêtements de toutes les marques gratuitement. Ce qui veut dire, c'est qu'on fait... Ça, c'est du marketing. Non ? Ben non, parce qu'on ne répare pas que nous. Donc on ne répare pas que nous, et c'est pour faire prendre conscience aux gens, d'avant de jeter leurs vêtements, de donner une seconde vie. Voilà, c'est un peu le principe. Et ça, on le fait depuis 5 ans en tout cas. Et voilà. Donc ça, c'est le troisième groupe. Le quatrième groupe, s'appelle ActionWorks, où là, on a créé un lien Internet où, avec tout l'1% qu'on donne à les NGO environnementales chaque année, elles sont répertoriées sur cet Internet. Et si des gens veulent donner leurs compétences ou leur temps à ces NGO pour pouvoir évoluer dans leur travail, dans leur mission, on les met en lien avec ça. Donc typique, un avocat qui veut aider une NGO, une start-up, un NGO pour un acte, il donne de son temps pour les aider pour ce qui est les questions juridiques de l'entreprise. Ou d'autres personnes qui peuvent aller travailler, un mois, aller compter les baleines, je sais pas quoi. Donc chaque fois, c'est tout répertorié sur le site internet et on peut s'inscrire et puis vraiment faire son don de son temps ou de ses compétences pour l'environnement. Aïe. Non, mais moi je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on arrête de faire, c'est opposer l'entrepreneuriat et puis le fait de faire le bien ou les NGO, etc. De plus en plus, on parle des organisations de type hybride, qui intègrent des enjeux financiers aux autres enjeux environnementaux et sociétaux. Mais je pense qu'il y a un vieux monde qui a à tout prix envie de les opposer. Et ça, je le vis dans plein de domaines. Je le vis. Imaginez, moi, j'ai pris la présidence de la Fédération romande des consommateurs il y a 2 ans. Puis je voyais que je débarquais à la Fédération romande des consommateurs. On m'a vu arriver, le méchant entrepreneur, etc. Bon. Surtout nos amis suisses allemands, parce qu'on a un partenaire dans toute la Suisse avec une alliance d'organisations de défense de consommateurs. Et pour vous dire, j'étais le premier homme déjà, président de la Fédération romande des consommateurs, et premier non politique et non socialiste. Et c'est vrai que j'ai vu cette faction assez forte socialiste qui essayait de me faire passer pour quelqu'un que j'étais pas, c'est-à-dire un vilain entrepreneur. Et il faut qu'on arrête ça. Et d'ailleurs, la thématique est évidemment intéressante. Il n'y a pas opposé marketing, profit à faire le bien, etc. C'est quelque chose qui de plus en plus, et je crois qu'on l'a prouvé ce soir, peut être intégré. Et je veux dire, ce que fait Bicorp très très bien, c'est que Bicorp est un mot qui est inclusif et qui ne veut pas dire ok, vous êtes les bons ou vous êtes les méchants. Bicorp essaie de tendre, de faire tout le monde tendre vers un mouvement qui est positif pour les gens, pour l'environnement. Parce que le problème, c'est que si vous voulez, et moi je vis dans plein de milieux, notamment à la FRC à l'époque, certainement, c'est que si vous voulez dire eux ils sont bons, eux ils sont méchants, en fait vous restez entre vous, quoi. Vous restez entre les gens parfaits, puis à vouloir rester entre gens parfaits, vous êtes consanguin, quoi. Moi je connais ça, je suis valaisan, je veux dire. Et le problème, non mais ça c'est la réalité. Les valaisans ne vont pas être d'accord là. Mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, et ça c'est une réalité. Et le problème, c'est que si on veut avoir un vrai impact, il faut sortir du cercle des convaincus, et Bicorp le fait très bien. Non, ce qui rend aussi Patagonia la différence, c'est que de nouveau, que le fondateur qui est là depuis 43 ans, enfin, qui a fondé la marque 43 ans en arrière, c'est que depuis le départ, il a été vraiment pour l'environnement depuis 43 ans, si on veut. Et ce qui se passe aussi, c'est que lui, aussi au point de vue social, c'est quand il a monté la compagnie à Ventura, en Californie, c'est que c'était, quand il y a des vagues, tout le monde surfe, pas de vagues, tout le monde bosse. Et je parle de ça il y a 43 ans en arrière. Donc ça fait, maintenant, ça pourrait
être compréhensible, mais à l'époque, ça, je pense, ça a quand même un peu dû choquer à l'époque. C'est vrai Et pour quand on va l'employeur aussi- de l'année. Et quand on va au siège à Ventura, par exemple, on va là-bas encore, il a créé des crèches, bien sûr, dans le bâtiment principal. Maintenant, les enfants des employés qui travaillent là sont devenus managers. C'est pas la secte, mais c'est vraiment proche. Et puis, pour chaque employé, c'est vraiment sa compagnie. Et c'est vraiment incroyable. Donc, il y a une dynamique de la compagnie Aventura, c'est vraiment assez incroyable à ce niveau-là. Et c'est le cas partout? Alors, en Europe, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas cette même mentalité. C'est clair On que n'a pas Schwinner fait du surf. aussi, la compagnie aux USA, c'est clair que sous lui, qui a maintenant 80 ans maintenant, il y a une CEO, donc qui s'occupe bien sûr de toute la marque, répartition homme-femme évidemment. C'est lui qui a aussi congé maternité et paternité aussi de 4 mois pour tout le monde. Assurance maladie payée par la compagnie. Aux US, c'est assez rare aussi. Vraiment, donc l'employé là-bas est vraiment bien traité, je dirais. Et puis, donc ça se ressent aussi parce que de nouveau, honnêtement, je ne sais pas à quel point de vue, ici, ils sont vraiment 100% à fond dans leur travail tout le temps, mais quand on va là-bas, on sent une efficacité incroyable. On va là-bas, les gens sont motivés, ils aiment leurs produits, ils aiment leur marque, vraiment, ça donne une dynamique assez importante, assez incroyable. Merci. Trois mots sur ce qu'est dit là, parce qu'on l'a retrouvé en fait dans vos trois commentaires, et c'est aussi intéressant de savoir qu'est-ce que nous dit la science aussi. Hein. Les neurosciences, elles nous disent quoi aujourd'hui? Elles nous parlent exactement de ça, hein, dans l'environnement du travail, dans la culture du management, nous parle du potentiel de créativité et le potentiel de performance créative que peuvent avoir les employés. Et quand on crée des environnements comme ça, on le décuple, et là il parle quand même d'un décuplement à 5 à 8. Quand on crée un environnement où les gens se sentent responsabilisés, autonomes, où ils sont connectés avec leurs valeurs, ainsi de suite, c'est prouvé maintenant scientifiquement que ça démultiplie ses capacités cognitives, créatives et donc de performance. Et c'est quand même, je veux dire, un peu tard pour s'en rendre compte, mais bon, les neurosciences prennent le temps qu'elles doivent prendre pour prouver ça, mais on le voit. Et tous les exemples que vous avez entendus ce soir, c'est quand même quelque chose de dingue. Moi, quand je vois les sourires, quand je vais dans les entreprises, quand je les rencontre dans différentes activités, ça se sent. C'est pas que les gens font partie d'une secte, c'est pas ça qui est dit. C'est qu'en fait, il y a cette notion de communauté et de se dire, ok, on est sur cette fréquence. Et c'était un peu juste la théorie du bruit que tu mentionnais, c'est que en fait, cette fréquence positive, du moment où on est connecté dessus et qu'on se sent aligné verticalement dessus, ça démultiplie le potentiel. C'est vraiment ce qui arrive. Et c'est ce qu'on voit partout. On va lancer, là, on aura en 2020 la première étude. On va analyser 2800 entreprises pour prendre un peu ce poumon sur ces éléments-là avec des chercheurs. Et ça va être super intéressant parce que ça va bouleverser la théorie du leadership, du management. Voilà. Puis l'autre point que je voulais dire, l'activisme qui est vécu par le fondateur, il est porté par les employés. Mais je vous conseille à tous de regarder un peu ces thématiques de ce qu'on appelle de restorative leadership, où en fait maintenant, les grands groupes, les grandes entreprises, elles font face à quoi? À ce dialogue avec leurs employés en interne, qui les challenge sur leur rôle par rapport au destin de la société, sur l'activisme que devrait avoir le pilotage de l'entreprise par rapport à ces enjeux sociétaux environnementaux. Et c'est devenu un vrai problème dans beaucoup de grandes entreprises qui n'arrivent pas à connecter ces deux choses-là. Et ce que Patagonia a fait, et ce que le fondateur a fait, l'a magnifiquement compris bien avant tout le monde. Parce que oui, moi en Suisse, je suis responsable de la Suisse, donc on est 3 personnes en Suisse. Je pense que le chiffre d'affaires sur 1 milliard, ça c'était 0,001%, j'imagine. Mais on travaille les 3 comme si c'était notre propre compagnie. Donc si on ne le fait pas nous, personne ne le fera à notre place. Donc bien sûr, on est supporté par le siège européen évidemment, par le siège américain bien sûr, mais les matins on arrive au travail, si quelqu'un n'est pas fait, on le fait nous, point. Donc on n'attend pas on n'a pas une hiérarchie de dingue ou des règles où tout est écrit, schématisé. Non, voilà. Je dois gérer le business pour la Suisse. On est 3, en Allemagne ils sont peut-être 15, aux US ils sont, allez, je sais pas combien, mais on travaille sur la même logique si on veut, donc c'est vraiment de pouvoir gérer notre travail qu'on doit faire. Donc dans notre petite compagnie, que ce soit en Suisse, on est 3 personnes, voilà. Merci beaucoup à vous. J'ai des signaux qui se font sur la gauche. Je crois que c'est le moment de passer aux questions. Oui, effectivement. Il est arrivé le temps des questions. Merci à vous tous. Vous avez le droit de les applaudir. En attendant que le micro soit branché pour que je vienne parmi vous pour les premières questions, moi j'en ai une, elle s'adresse à vous 4.
On entend beaucoup cette remarque, oui, mais ça c'est du marketing, ça c'est du marketing. Qu'est-ce que vous répondez justement vis-à-vis de vos partenaires, vos clients, peut-être futurs collaborateurs, pour justement définir cette limite, c'en est pas? Est-ce que c'est important en fait? Oh, oui. Moi, je vais donner la parole à ceux qui sont concernés, mais juste vous connaissez l'étymologie du mot marketing. Oui. Et vous avez une partie de la réponse là-dedans. Hein. Donc c'est comment je me connecte à ce marché composé d'hommes, de femmes, d'êtres humains, de réalités. Et donc, vous avez la réponse dans la définition du mot même. Peut-être la mauvaise utilisation d'un marketing qui a d'autres velléités va amener d'autres nouvelles externalités, réalités. Mais je pense que c'est mieux que ce soit l'un d'entre vous qui... Petite chose, comme tu as dit avant, c'est clair que... Est-ce que c'est marketing? Je ne sais pas. Mais depuis le départ, on fait ce qu'on dit. Tu as dit ça avant, tout à fait. Donc, on peut aimer ou ne pas aimer comme ceci. Il a une direction, il la suit. Il est assez radical, parce que de nouveau, il n'y a pas d'actionnaire. Il y a ça aussi. Donc, il fait comme il a envie. Donc, il a sa direction, on la suit. Et puis, s'il y a un petit peu d'escarmouches, si on sort un petit peu de la... Voilà, donc il se remet sur les rails. Mais de nouveau, il fait ce qu'il dit. Après, c'est le marketing, tant mieux ou tant pis. Mais voilà, donc maintenant, on est trend maintenant. On n'était pas il y a 20 ans en arrière. C'est ce que je voulais dire. Oh, zut. Non mais c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, et nous on a aussi souvent la question, on peut imaginer, voilà, on leur dit déjà venez voir, donc on accueille pas mal de gens qui de temps en temps viennent nous voir, et puis surtout on leur dit regardez, jugez-nous sur les actes simplement, et ça, c'est très très simple en fait. On a dans différents domaines, notamment, et ça c'est un truc qui souvent marque beaucoup les gens parce qu'on est tous beaucoup marqué par les modèles d'organisation qu'on a appris en HEC, mais qu'on s'évertue à reproduire, basé en fait sur le fait qu'on ne fait pas confiance aux gens. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Hein, c'est qu'on a créé des organisations dans lesquelles tous les mécanismes sont basés sur le fait qu'on ne fait pas confiance aux gens. Et je veux dire, l'entreprise, c'est le premier endroit après les jupes de votre mère ou les pantalons de votre père, pour être sexiste, dans lequel on vous dit à quelle heure vous devez arriver, ce que vous devez faire, comment vous devez vous habiller, quoi. On infantilise les gens. Et si vous infantilisez les gens, ils vont agir en enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de se... C'est pas du marketing, c'est qu'on le fait comme ça. Chez nous, il n'y a pas de hiérarchie, on fait confiance aux gens. Et du coup, derrière, les gens qui sont en interaction avec le ECO, ils sont en interaction avec ces gens-là, puis donc ils le voient simplement. Dernière fois qu'on a parlé avant avec Jonathan, c'est que le dernier truc que Patagonia a fait maintenant, il y a une semaine en arrière, c'est que la grande mode à Wall Street, c'était de vêtir un gilet Patagonia assez vintage. Ah oui. Donc maintenant, Patagonia a refusé de livrer, parce que nous, c'était acheté par des grands groupes, c'était assez vintage, je prends le gilet Patagonia un petit peu en travaillant à Wall Street, si on veut, et maintenant, ils ont tous stoppé les ventes directes à ces grands groupes de banquiers à Wall Street. De nouveau, c'est du marketing, je ne sais pas. Donc tout le monde en parle maintenant aussi pour ça. Donc voilà, mais il suit sa direction. Donc c'est assez drôle comme remarque qu'il a fait à ce niveau-là. Ouais. Moi, je voulais juste ajouter que aujourd'hui, clairement, l'image qu'on peut avoir du marketing et du marketeur, c'est de la personne du département qui va effectivement gérer l'image que la marque ou que l'entreprise peut avoir, la perception des consommateurs peuvent avoir de cette entreprise, de cette marque. Sur cette base-là, effectivement, les stratégies vont être élaborées pour pouvoir travailler dans le sens qu'on veut. Mais je pense qu'effectivement, de ce que j'ai entendu ce soir, il me semble clair qu'on est sur des concepts où on ne travaille pas externe à interne, mais on travaille justement dans le sens de ce qu'on a envie de proposer. Et nous, en tout cas, on a toujours fait ce qu'on avait envie de proposer. On a toujours entrepris et créé des liens avec des gens et on les a toujours géré ces liens de la manière dont on aurait voulu nous être gérés. Et je pense que quand on fait juste simplement avec les autres ce qu'on a envie de vivre nous, je pense que la réponse elle est assez claire, quoi. Merci pour ces 4 éléments de réponse qui pourraient en résumé dire, il y a 4 sociétés dans lesquelles on a très très envie de travailler. C'était le marketing de celle-ci. Alors des questions, j'en ai une ici, voilà. C'est mon sport de la semaine. Joseph Scudery de Slowcom.
Ce soir, vous êtes là devant nous et je vous remercie de la présentation. C'était vraiment très intéressant. Mais vous êtes tous, finalement, tous et toutes, auprès des entreprises dont le financement est maîtrisé puisque vous êtes autonome, finalement, au niveau du financement. Qu'en est-il des entreprises qui ont des actionnaires qui attendent des rendements de leur entreprise? Et comment réagissent les entrepreneurs que vous approchez d'entreprises avec des actionnaires qui, par rapport à votre discours et les freins et les motivations qu'ils pourraient avoir, plutôt les freins qu'ils ont à ne pas faire partie de B Corp, par exemple? Par exemple. Disons, moi, je peux répondre en partie parce que par rapport à ce que tu disais avant, par rapport à la mise en place de systèmes comme ceux sur lesquels on travaille, donc d'organisation et de mode de gouvernance sur lesquels on travaille, effectivement, les facteurs clés de succès pour pouvoir adopter des modes de gouvernance alternatifs, c'est effectivement, l'adoption du management et l'intégration du management et l'alignement du management sur des valeurs qui sont les mêmes entre eux. Et puis l'autre, c'est effectivement le côté actionnaire qu'il ne faut pas négliger évidemment pour pouvoir soutenir ce type de dynamique. Alors clairement, pour ce qui est de notre petite entreprise, on a essayé, on a fait des expériences justement de liens avec des entités qui intégraient que jusqu'à un certain point les mêmes valeurs que les nôtres. Et puis finalement, effectivement, on s'est dit, on attend qu'ils mûrissent. On attend qu'ils puissent s'aligner et on attend qu'ils puissent mettre en place et se positionner de manière durable, aussi au niveau des actionnaires et pas juste au niveau des dirigeants, parce que ça a un impact énorme, surtout pour les petites entreprises. Je veux dire, quand on discute, quand on interagit avec des entités qui ont une certaine taille, les enjeux sont très grands. Et beaucoup d'entreprises dans l'artisanat qui se sont développées ont peut-être fait des choix qui étaient des choix peu durables par rapport à l'appât d'une position de marché qui pouvait être intéressante, un levier intéressant par rapport à des acteurs importants. Et effectivement, on a été confronté à ça et il a fallu se recentrer sur nos valeurs et se dire, voilà, peut-être qu'on grandira pas, peut-être qu'on grandira à notre vitesse, mais en tout cas, on veut grandir en ligne avec nos valeurs. Il y avait une double question, mais tu as très bien répondu sur l'alignement. Après, effectivement, quand on s'adresse à des entreprises qui sont listées ou qui sont cotées, qui était l'autre partie de votre question, nous, on fait l'expérience en ce moment avec Danone, le groupe Danone. Je pense que vous avez peut-être entendu parler dans le mouvement B Corp. Donc, Emmanuel Faber a annoncé à son assemblée d'actionnaires au mois d'avril 2017 on veut devenir B Corp au niveau du groupe. La plus grosse B Corp aujourd'hui au monde est leur entité en Amérique du Nord qui s'appelle Danone Wave, Danone North America, je crois 26 milliards de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Et donc ils vont certifier toutes leurs entités. Quand il a fait cette annonce à son assemblée d'actionnaires, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Vous avez quelqu'un qui s'adresse donc à une audience d'êtres humains, qui sont soit les représentants d'actionnaires, soit les actionnaires eux-mêmes, et puis vous avez un système d'information qui va les capturer des mots. Puis ces mots-là, ils vont être analysés par qui? À part des analystes derrière ils vont être analysés par des machines qui vont comprendre très bizarrement, nous avons une mission sociale et économique et nous allons la poursuivre pour toujours garder cette balance, cet alignement-là. Et c'est très intéressant de voir comment réagissent les marchés financiers à ce genre d'annonce. Au début, quand ça arrivait, il y avait des petits hiccups, vous savez, sur les graphiques boursiers, et puis là maintenant c'est un peu calme plat. C'est-à-dire qu'ils ont même intégré ça, même les machines, les automates de trading et tout ça ont intégré ce genre d'éléments. C'est une petite joke, mais c'est quand même réel et c'est ce qui arrive. Il y a aussi cette narration, ce nouveau récit qui commence à rentrer dans le monde de la finance, qui commence à rentrer dans le monde des financiers, des investisseurs, qui ont bien compris qu'il y avait d'autres attentes et qu'il y avait des choses à faire et qu'ils avaient une responsabilité. Juste pour vous donner un chiffre, mais il faut quand même beaucoup d'argent pour répondre à l'agenda 2030. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est l'agenda 2030, mais c'est un peu le plan de survie de l'humanité.
C'est-à-dire que si d'ici 10 ans, on ne met pas tout en place, et massivement grâce au secteur privé, pour financer des objectifs de développement durable, on va se poser de sacrées questions pour nous-mêmes et puis pour nos enfants. Parce qu'on arrive dans des phases un peu irréversibles au niveau climatique, mouvement de population, migration, ainsi de suite, liés à tous ces événements-là. Donc il faut la financer. Donc il faut aussi aller faire ce travail avec ces grands acteurs. Et c'est pour ça que ce que disait Christophe tout à l'heure est assez juste. On a mis des processus très complexes. Comment ? Pour une fois, tu voulais dire. Mais on a mis des systèmes très complexes pour encadrer ces acteurs-là, peut-être plus lourds que pour une PME, ainsi de suite, mais qui permettent de dire il y a un chemin. Et si vous regardez ce discours d'Emmanuel Faber, que je félicite, où il dit on n'est pas parfait. Par contre, on se structure pour s'adapter et se mettre dans le bon chemin. Et quand maintenant la finance commence à comprendre ces mots-là, on a fait un sacré bond par rapport à l'ancien monde. Oui. Voilà, bonjour, Laurent Caillère. J'ai déjà une remarque à faire qui me surprend moi en tant que marketeur, c'est qu'on a souvent opposé dans les discours marketing et faire bien, ou marketing et valeur, alors que je pense que c'est l'inverse. Le marketing porte des valeurs, celles de l'entreprise. Le marketeur n'est pas le seul responsable des valeurs de l'entreprise. La direction dans son ensemble ou la propriété de l'entreprise en est le porteur. On peut faire du marketing en faisant bien les choses. Vous en êtes l'exemple. Et je pense qu'il faut bien avoir ça en tête. On est tous des marketeurs ici. On peut faire les choses bien. Le marketing, c'est pas sale. La vente, c'est pas sale. C'est un outil nécessaire. Pour que Patagonia arrive dans vos mains, il faut qu'il y ait du marketing, pour que vous sachiez que ça existe. Il faut qu'il y ait un vendeur qui l'amène sur le point de vente. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans le point de vente qui vous dise que Patagonia est différent que les autres. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est pas mauvais de faire du marketing. Ensuite, je reviens sur la remarque de Jonathan Normand par rapport à l'agenda 2030. Moi, je travaille beaucoup sur les problématiques environnementales dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Aujourd'hui, Bicorp, 2800 entreprises dans le monde. Le canton de Vaud, 21 000 PME au registre du commerce. Le degré d'échelle. Du travail, hein. Voilà, c'est ça. Et on a entre 10 et 20 ans, à peu près, pour qu'il y ait un vrai changement social, un vrai changement de point de vue, pour que les gens comprennent que faire de l'argent, c'est pas sale si on le fait correctement, que ce qui s'est passé pendant 100 ans, où il y a une concentration des pouvoirs et de la richesse, c'est plus forcément vrai aujourd'hui, et ça peut se passer différemment. On peut vivre bien sans concentrer. Maintenant, comment, à votre avis, et c'est surtout à Jonathan Normand encore que je pose la question parce qu'il a une vision un peu plus globale, mais comment maintenant, et puis peut-être que chacun des acteurs avec son expérience a une vision, comment maintenant, dans l'économie, est-ce qu'on va pouvoir faire accélérer le changement? Au niveau environnemental, on voit déjà des choses qui se passent, au niveau industriel, il y a des choses qui se passent, mais au niveau économique, chez nous, et moi c'est ce à quoi je me heurte dans la culture de l'entreprise, de la PME familiale dans laquelle je travaille, en disant ok, c'est bien ce que tu fais, maintenant, comment est-ce que les autres vont pouvoir accélérer? Comment est-ce que nos concurrents, est-ce que nos clients, nos fournisseurs prennent le chemin également? Comment est-ce qu'on va pouvoir les amener autrement qu'à être ici une centaine de personnes à vous écouter? Moi, je pense que vous avez raison d'être là ce soir. J'espère que vous ne perdez pas votre temps. En tout cas, moi, je ne le perds pas. Et aussi bien entouré et avec tous les visages que je vois en face de moi, qui se posent des questions. Donc, il faut être sceptique sur deux éléments. Un, la capacité de fédérer les pouvoirs publics sur ces thématiques-là. Il faut aussi comprendre qu'il y a une concentration, vous parliez de l'ancien modèle, on va dire, du modèle capitalistique sur lequel s'est développée notre économie ces 70 dernières années massivement, qui est dysfonctionnelle, c'est clair. Donc, il faut la corriger. Donc le problème, c'est l'économie, en même temps, c'est la solution. Il faut juste simplement encadrer le modèle économique. Donc nous, comment, je vais essayer d'y venir, on a simplement amené une définition après économie qui est le mot inclusif. Inclusif, pourquoi? Ça repose sur 4 piliers. Une économie qui doit être participative, qui doit être ouverte au plus grand nombre. Et là, quand j'en dis les plus grands nombres, il y a des pays émergents, il y a des pays développés, mais à tout le monde. Elle doit être stable, elle doit être établie dans un cadre politique, civil, stable, pour qu'on puisse en faire une force. Elle doit être durable, circulaire, régénérative, limiter les empreintes carbone et tous les effets climatiques qu'on peut imaginer, les effets écologiques, et puis elle doit être équitable. Elle doit fonctionner pour le plus grand nombre. Aujourd'hui, juste pour vous donner un exemple de l'économie, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, hein. Aujourd'hui, la croissance mondiale, sur seulement 5% de cette croissance, sert à régler les problèmes des plus pauvres et des plus démunis dans ce monde.
c'est des chiffres, c'est mathématique. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Il faut rendre ça équitable, il faut rebalancer les choses. Et pour aller au comment le faire, je pense qu'il y a plein de pistes. Et pour être dans cette dynamique du mouvement, parce que moi je crois beaucoup à la dynamique du mouvement, de réunir des gens, il y a effectivement des acteurs qui sont peut-être plus avancés, qui sont peut-être plus dans le chemin en amont, mais qui travaillent sur leur communauté. Et on a lancé des programmes d'engagement. On a fait un test pilote à Genève avec un programme qui s'appelle Best for Geneva. Mais Bilab les lance un peu partout dans le monde. On a des programmes qui s'appellent Cities Can Be, un peu partout en Amérique du Sud, et qui vont continuer à se déployer. Là, on est en train de préparer un programme au niveau national pour justement travailler avec chacune des régions, pour équiper les entreprises avec les bons outils, avec les bonnes connaissances, pour faire cette transformation progressive. Pas par rupture, progressive. Et quelque part, notre enjeu, il est dans le comment, il est où? C'est que du moment où on va faire endosser un maximum d'entreprises, vous me nommiez 21 milliers d'entreprises sur le canton de Vaud, si je ne me trompe pas, et du moment où on commence à les équiper avec les bons outils, les bonnes connaissances pour avoir d'autres externalités positives, à réduire celles qui sont négatives, il y a de l'innovation qui vient, et deux, on peut imaginer qu'effectivement, là, on peut faire la connexion entre un nouveau type de comportement et de nouvelles politiques publiques. Pour financer cet agenda 2030, il faut que les gouvernements s'engagent, mais il faut aussi que les entreprises y participent. Et donc, quels outils on met à disposition, quels véhicules on met qui permettent de faire reconnecter ces deux éléments-là. Sinon, on en pose des choses assez rapidement d'entre elles. Donc, cette dynamique du mouvement, nous, on essaie de le créer au niveau des régions, par des villes. On a fait un test, comme je disais, pilote à Genève. On veut déployer un programme national. On a besoin du soutien des entreprises, on a besoin du soutien de tout le monde pour le faire. On n'est qu'une ONG. Et nous, comme les gouvernements, c'est ni les ONG ni le gouvernement qui vont pouvoir répondre à l'agenda 2030. Il faut que le secteur privé, massivement, prenne ce leadership, prenne ce rôle-là. Il faut que l'investissement, il vienne, il faut financer ces objectifs de développement durable. Il faut amener ces capitaux dans cette nouvelle économie. Mais pas que simplement pour faire de la correction, pour faire de la recherche et développement, pour créer tous les nouveaux métiers de ce nouveau monde qui doit se créer. Et je ne parle pas du digital, là, hein. Je ne parle pas de la 4e révolution industrielle, ainsi de suite, qui est un élément sûrement à prendre en compte, mais il y a tellement de choses à innover sur nos procédés, sur la façon dont on applique les procédés extractifs aujourd'hui. Il y a plein de choses à imaginer, il y a plein d'intelligence à mettre à disposition, et il y a de l'argent. Hein. Il y a de l'argent, il y en a plein d'argent. Donc il faut simplement le redresser là où il faut, et c'est effectivement, on n'est plus sur une théorie court-termiste, on est sur quelque chose de moyen, long terme, et je pense que quand on pense aux générations futures, comment je pense à mes filles, moi, ça me parle, le moyen long terme. Parce que je me dis, dans quel monde elle. Donc, il faut aussi avoir, dans des entreprises familiales, qui font souvent preuve de beaucoup d'engagement de long terme. Moi, j'ai vu plein d'entreprises familiales qui ont fait plein de choses et qui ont servi, au début du siècle, à financer des dispensaires, à créer de l'activité au sein des communautés proches, ainsi de suite. Voilà. Puis, dans le chemin, on va dire que ça c'est un petit peu, avec cette machine qui s'est emballée, ce capitalisme débordant et débridé, il y a un peu tout ce qui s'est perdu, parce qu'on est arrivé en fait, d'une dynamique locale et semi-locale à une dynamique complètement globale, avec tous les travers qu'on observe aujourd'hui. Je m'excuse, hein, j'ai un peu long, mais... Moi, il y a une chose qui est clé, c'est évidemment, moi je peux répondre au niveau moins macro que Jonathan, mais c'est tout ce qui touche au domaine de la formation puis de l'information, parce que malgré tout, on a parlé de ce bruit avant, et ce bruit, pour qu'il simplifie, il faut un maximum de soirées comme ça, il faut un maximum de films comme demain Genève, comme demain Lausanne, si possible, etc. Parce qu'en fait, le citoyen, il vote, il investit, il entreprend, il consomme. Et c'est sûr que si le citoyen il vote mieux, il investit mieux, il entreprend mieux, il consomme mieux, eh bien on peut aller assez rapidement vers un monde qui est meilleur. Et c'est aussi pour ça que personnellement je me suis investi dans la FRC, parce que je suis persuadé qu'à un moment donné, si on arrive à informer le consommateur, puisqu'on parle là de consommation c'est je crois 600 milliards, c'est 2/3 du PIB suisse, et si le consommateur, lui, consomme différemment, évidemment, la pression sur l'industrie, sur la grande distribution sera forte, et puis le basculement peut se faire assez rapidement. C'est en train de se passer. L'idée, c'est que ça se passe plus vite, quoi. Ouais, c'est cette accélération, et il faut pas être dans l'anxiété de voir le problème
et donc de se figer. Hein, parce que c'est pour ça aussi dans la théorie avec le mouvement Bicorp qu'on essaie de montrer, c'est le domaine des possibles. Il faut faire appel à l'ingéniosité, au sens, pour faire face à ces défis, à ces enjeux-là. Et donc, ne pas être dans la peur et dans cette anxiété qu'on voit quand même beaucoup, parce que c'est ça qui fait des punchlines dans les journaux, ainsi de suite, et puis on voit que ça fige les gens. Donc, effectivement, cette théorie du bruit, c'est de se connecter au bon bruit. C'est pas juste comme ça de partir la fleur au fusil, mais on peut le faire de façon très pragmatique. Nous, on fournit des outils pour cela. Et cette communauté montre des exemples de ce qui est possible d'être fait. Et puis, il y a encore plein de choses à imaginer et à faire. J'aimerais juste vous dire qu'il y a quelques facteurs qui peuvent transformer notre pays. Je parle de la Suisse, mais qui peuvent se répliquer assez vite. Imaginez que l'accès, le droit de vote passe dans les mains des enfants de 16 ans. Des adolescents, pas des enfants, en fait, des adolescents. On redessine la carte. Suisse très rapidement. Si aujourd'hui ces jeunes qui sont dans la rue pour le climat, qui ne sont plus dans le compromis de la génération des milléniaux, parce qu'ils ont eu un peu de confort, et je les comprends, et il n'y a pas de jugement, hein, mais qui ont eu un peu de confort, on est un peu coincé entre les deux, peut-être dans cette génération où on a ses valeurs, mais de l'autre côté, c'est pas facile, le logement coûte cher, tout est compliqué. Cette génération nous envoie un signal très fort que eux, ça sera binaire, ça sera 0 ou 1. Et si on leur donne le droit de vote, on peut arriver à des changements politiques structurels importants. On peut vraiment arriver à des changements qui sont importants dans une échelle de temps qui peut être beaucoup plus courte que ça. Et donc, comment on se rend agile, adaptatif par rapport à ces nouvelles réalités? Il faut s'équiper. Il y a des outils qui existent, il y en a plein qui existent, il y a plein de choses. Trouver du temps. Allez, 2 heures, vous mettez la boîte à idées dans l'entreprise, mettez la boîte à idées et on passe 2 heures du bon sens. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, avec qui on le fait, par rapport à ce grand dessin des enjeux locaux et globaux. Je vous propose d'en garder un petit peu pour la pause, parce qu'effectivement, on a une dernière question. On a tous faim et soif. Non, je suis le monsieur loyal qui doit un petit peu vous freiner. Je vous invite sincèrement, juste après cette dernière question, à aller à la rencontre de nos orateurs de ce soir. Le débat n'est pas terminé. Il se fera autour d'un verre, mais je passe tout de suite le micro pour l'ultime question. Bonsoir, j'ai pas de pression avec la dernière question. J'ai une question pour Bernard de Patagonia. D'abord, je vous assure qu'il y a des gens qui regardent d'où viennent les plumes des doudounes et comment sont traités les moutons mérinos. Il y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a. J'avais une question par rapport à... Donc, on connaît les valeurs du groupe. Vous en avez encore beaucoup parlé ce soir, votre communication engagée, ce que vous faites. Du coup, je voulais savoir pourquoi vous avez décidé de partir dans une certification Bicorp et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors ça, c'est une question que je ne pourrais pas répondre. Parce que de nouveau, là, je parle en tant qu'employé Patagonia pour la Suisse, évidemment, et là, ça engage Patagonia. Donc malheureusement, il faut ça demander plus haut que moi, malheureusement. Bon, je peux y répondre parce que j'étais avec Yvon, mais il faut le trouver sur des vidéos en ligne en plus, parce qu'il est vraiment inspirant, Yvon Chouinard. Donc il y a des belles vidéos, mais juste pour pas monopoliser la parole et peut-être donner la voix à quelqu'un d'autre. Déjà, Magali, c'est un de ces agents de la transformation que dans l'économie inclusive qu'on essaie de développer et dont elle fait partie. Donc c'est une B-leader, comme on les appelle. Donc elle aide les entreprises à se mettre dans cette... elle supporte les entreprises dans ce changement, dans cette transformation. On en a une 50aine en Suisse. Donc allez lui parler si jamais vous voulez voir. Elle maîtrise les outils et ces compétences-là. En plus avec une spécialité dans la communication, je crois. Bref, petit coup de pub entre parenthèses. Il y en a 2, il y a aussi Marie qui est là-bas. Mais bref, ce que je veux vous dire, c'est que Yvon Chouinard, il a compris quoi? Nous, on existe depuis 12 ans avec le mouvement Bicorp. D'accord? Ça fait 13 ans bientôt. Il s'est dit, je vais vieillir, et puis à un moment donné, j'y vais peut-être devoir quitter l'entreprise. Comment je protège que mes valeurs, que mes principes, que ma mission, elle soit assurée une fois que je vais me retirer et que je vais nommer un nouveau CEO et que je vais faire venir de nouvelles personnes, ainsi de suite, parce qu'il ne sera plus autant présent, et même à 80 ans, je crois qu'il est encore très très présent, à plein de niveaux. Et donc lui, il a trouvé à travers cette certification, ce mouvement Bicorp, le moyen de verrouiller sa mission et de protéger sa mission. Et c'est ce qu'il dit assez bien, parce que pour lui, c'est le futur, parce qu'il lègue quelque part un véhicule qui contient ses valeurs, parce qu'il est challengé, On se certifie, vous êtes revu tous les 3 ans. Et j'en parlais avec une de tes collègues et qui nous disait, c'est pas que Patagonia était parfait et dès le départ.
il y a eu des étapes d'amélioration, il y a des, comme on le dit, voilà, on s'améliore dans le chemin. Et puis cette certification, elle aide aussi un peu à créer ce radar de là où on peut s'améliorer, au-delà de protéger la mission, qui était en tout cas l'élément clé de Yvon Chouinard. Merci beaucoup. Vous avez le droit d'encore les applaudir.